Bien, écoutez, je vous salue tous euh, au nom d'Interco de France pour cette matinée de travail autour de la question des mobilités en zone peu dense. Je vous remercie de vous être inscrits nombreux pour participer à ces travaux qui sont importants évidemment pour chacun de nos territoires, mais pour lesquels on a besoin aussi de stabiliser les positions d'Interco de France avec un échange nourri entre nous. Nous avons eu l'occasion, et je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient présents lors d'un webinaire de la fin de l'été, autour de la question en fait de la nature même des mobilités en zone peu dense. On s'était fait des échanges de bonnes pratiques, posé un certain nombre de questions, notamment dit deux choses. D'abord, c'est que quand on parle de mobilité en zone peu dense, on parle de deux choses qui sont distinctes, qui est le rapport avec d'autres territoires, la métropole qui est éventuellement pas loin, les questions qui sont liées peut-être aux ZFE, aux liens régionaux sur les lignes régulières ou le train, et puis aussi celle du dernier kilomètre et des mobilités à l'intérieur même de chacun de nos territoires. On avait évoqué ça, ça avait été vraiment intéressant. On n'avait pas pris suffisamment de temps sur la question des financements de ces mobilités en zone peu dense. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité avoir un échange sur ce point dans le cadre d'une succession de réunions de travail qu'Interco de France va avoir avec nos différents partenaires. Alors ça va de nos partenaires du GART, hein, qui est l'organisme que nous partageons avec Région de France et France Urbaine notamment, c'est-à-dire les collectivités organisateurs de mobilité, c'est des rencontres que nous allons avoir avec le ministre des Transports, Clément Beaune, dans un temps très proche. C'est aussi des discussions que nous allons avoir et que nous avons commencé à avoir, par exemple, avec le MEDEF. Vous savez qu'il a des positions de plus en plus strictes sur la question du VM. Et donc, on voulait pouvoir échanger avec vous sur ce point. Alors, on a trois points, trois séquences dans notre matinée. Une séquence spécifiquement sur les sources de budget, c'est-à-dire le versement mobilité, la tarification, l'amendement du budget général. On va avoir une deuxième séquence autour des questions d'appel à projet et d'emprunt, et une troisième séquence qui sera probablement plus courte autour du développement du vélo. Alors, on a un petit panel de personnalités les plus hautes pour nous aider à nous nourrir de notre débat. D'abord, je voudrais saluer avec beaucoup de chaleur Olivier Jacquin, qui est sur l'écran celui qui a un beau nœud papillon, qui est sénateur de Meurthe-et-Moselle, qui connaît très bien ces questions-là, qui est un ancien président d'Interco aussi, donc il est l'un des nôtres. Il est notamment l'auteur du rapport Mobilité dans les espaces peu denses en 2040, un défi à relever dès aujourd'hui, et on entendra que nous partageons en grande partie. Nous accueillons aussi notre collègue Jean-Yves Brenier, fidèle de nos webinaires et de nos travaux à Interco de France, et qui préside une communauté dont on est tous jaloux du nom, puisqu'elle s'appelle les Balcons du Dauphiné. Alors, en soi-même, c'est un voyage. Alors, nous devions avoir le président du Pays de l'Indre, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous, mais il nous a donné, c'est le couple DGS président, il nous a laissé sa DGS Marie-Julie Masselin, qu'on accueille avec plaisir, donc et DGA d'ailleurs, Transition territoriale, pardon, en charge des mobilités. Voilà, on parlera avec elle aussi. Et puis nous accueillons Camille Thomé, qui est directrice de Vélo et Territoire. On a repéré tout à l'heure parce qu'elle, elle est plus efficace que nous en com, et donc elle a bien son nom derrière. Donc on la repérera facilement. Nous accueillons Pierre Maninti, qui est directeur de cabinet adjoint de Dominique Faure. Alors je ne l'ai pas vu. Je suis là. Bonjour à tous. Très bien. Voilà, on est heureux de vous accueillir aussi à l'occasion de ce sujet-là qui est très important pour les territoires ruraux. Et puis nous accueillons aussi Édouard Noël, qui est parmi nous aussi, et qui est responsable expertise et partenariat pour le marché secteur public caisse d'épargne, euh, qui interviendra surtout dans la deuxième séquence sur la question des financements en dehors de la fiscalité. Voilà. Donc voilà pour le programme de notre matinée. Il est riche sur des questions pratiques. On va privilégier
les questions posées sur le fil. Mais il y aura effectivement la possibilité de prendre la parole. Évidemment, on va faire à chaque fois une petite présentation en début de séquence et puis on ouvrira le débat ensuite. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça, tous? Carole, je n'oublie rien? Très bien. Alors, nous allons donc commencer par le premier point, qui est la question du financement euh, des zones peu denses des mobilités. On voit bien qu'il y a plein de questions qui se posent. De quelle mobilité on parle? Il y a des règles aujourd'hui qui sont précises sur le VM. Quelles sont les conditions pour le lever? Est-ce que ces choses-là doivent évoluer? Il y a eu des débats, vous savez, importants entre associations de collectivités, justement sur faut-il déplafonner le VM? Nous disait France Urbaine qui avait besoin de financer des transports qui sont de plus importants à décarboner, mais souvent c'est des transports qui sont déjà existants. Nous avons eu des questions sur faut-il un VM additionnel que posaient les régions, qui n'ont pas de financement, eux, propre, ni de fiscalité dédiée pour pouvoir financer le lien entre les territoires. Et puis nous, qui disions, bah, le VM en zone peu dense, il n'est pas suffisant pour faire quelque chose qui soit utile, pas forcément adapté. C'est un impôt qui a été adapté pour les villes. Comment est-ce qu'il s'adapte aujourd'hui chez nous? Et puis, est-ce qu'on n'a pas un risque à être concurrent sur la même assiette fiscale? Et au lieu de créer le dialogue entre territoires, le dernier kilomètre, le lien avec la métropole et puis les déplacements dans la métropole, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Et puis surtout, tout évolue très vite. Et donc, est-ce qu'on a toujours raison de parler de ligne régulière quand on parle de mobilité? Voilà les questions qui sont devant nous. Je vais tout de suite passer la parole à Olivier Jacquin, s'il le veut bien, pour un point sur cette question. Quelle marge de manœuvre pour la création d'une taxe pour pouvoir organiser les mobilités en zone peu dense? Olivier, c'est à vous. Merci Antoine, bonjour à toutes et tous, amis de l'ADCF, dont j'étais effectivement un président de communauté de communes en zone peu dense jusqu'en 2017, où j'ai été élu au Sénat. Et c'est après la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui, entre guillemets, n'a pas satisfait du tout ce que j'appelle les grands espaces, plutôt que les espaces peu denses, qui est un terme un peu technique, et des transports, que j'ai eu l'idée d'un rapport de prospective pour reposer cette question-là. Mais aujourd'hui, les choses ont pas mal avancé. Et sur la question que tu poses, Antoine, des financements, il y a un certain nombre de points d'actualité, euh, car même si le budget de l'État se termine par un 49.3, ça n'a pas empêché d'avoir des discussions, particulièrement au Sénat, où j'ai pu constater un certain nombre d'avancées. Alors, il y a aussi des avancées, mais M. Malanty en parlera sans aucun doute dans l'agenda rural. Et avec l'annonce de nouveaux appels à projets qui ne sont pas une bonne réponse pour des territoires plutôt insuffisamment pourvus en ingénierie, parce que chaque fois qu'il y a un appel à projet, ça veut dire un système de sélection qui n'est pas évident. Et puis, il ne faut pas oublier que s'agissant de mobilité, il y a certes le problème d'investissement, mais il y a aussi la question du fonctionnement. Alors, le gros point d'actualité que j'agite depuis l'an dernier, c'est l'annonce de la suppression de la CVAE pour les entreprises, qui offre une occasion unique de revoir de manière indolore pour les entreprises la question des conditions de levée du versement mobilité. Alors, les, les espaces peu denses ont peu d'appétence pour lever la fiscalité sur une compétence nouvelle. Et effectivement, sur les 53% d'autorités organisatrices des mobilités qui ont pris la compétence, il y en a très peu qui lèvent le versement mobilité, soit qu'elles n'en ont pas, soit
qu'elles estiment que l'acceptabilité de la levée du versement mobilité n'est pas satisfaite parce que le modèle économique pesant sur les entreprises, si on n'apporte pas une prestation directe pour les entreprises, c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et donc, quand je parle d'une occasion manquée, c'est qu'actuellement, par exemple, le seuil d'assujettissement d'une entreprise au VM nécessite d'avoir 11 salariés. Il a été relevé de 9 à 11 il y a quelques années, et on aurait pu imaginer que dans le cas de la suppression de la CVAE, et je le dis, répète bien, de manière indolore pour les entreprises, on diminue ce seuil d'assujettissement. Par exemple, on aurait pu le passer de 11 à 5 salariés, et voire à un salarié, et on aurait augmenté d'une manière absolument considérable les recettes de versement mobilité, ce qui aurait apporté des solutions dans bien des endroits. Parce qu'il y a beaucoup d'espaces qu'on va considérer comme résidentiels, où le tissu d'entreprise est plutôt petit, des entreprises de services, et qui ont peu de salariés. Et donc ça, c'est une question importante, et je regrette vraiment parce qu'on a encore un an pour bouger les marques autour de ça, mais il y a un tabou sur le fait je vais en reparler, d'augmenter les charges qui pèsent sur les entreprises. Alors, tu l'as dit, Antoine, il y a une autre question importante, c'est les conditions d'accès au versement mobilité. Pour lever le versement mobilité, il faut effectivement organiser ce qu'on appelle un transport régulier au point de vue du droit. Et au minimum, c'est un transport régulier actuellement, ce n'est pas un transport à la demande. Ça, c'est considéré comme non régulier. C'est soit un service ferroviaire, soit une ligne de bus, pour le moins. Mais même une ligne de bus, elle a des débits assez élevés que certains espaces peu denses n'ont même pas assez d'habitants pour remplir les bus, et ça a des coûts extrêmement importants. Raison pour laquelle je travaille depuis des années cette question de redéfinir le transport régulier, et on vient d'avoir une victoire significative, puisque dans le texte de loi sur les services express régionaux métropolitains, les fameux RER métropolitains, on a fait reconnaître par un de mes amendements les lignes de covoiturage express comme un mode de transport officiel. J'ai tenté, dans le budget de l'État, de porter un amendement qui dise qu'un transport régulier, ça pouvait être donc une ligne de covoiturage express, puisqu'elle permet des débits plus faibles qu'une ligne de bus, mais ça n'a pas été retenu dans l'hémicycle sénatorial qui proposait une autre solution dont je vais parler maintenant et qui est assez intéressante. Mais je pense qu'il faut continuer à se battre auprès du GART, c'est lui qui est un petit peu le gardien du temple là-dessus, sur la question de cette notion de transport régulier et des conditions d'accès au versement mobilité. Alors, je vais terminer ce premier temps de prise de parole, Antoine, par évoquer deux idées qui me semblent assez intéressantes, qui sont venues suite au rapport Moret-Sautarel, des membres de la Commission des finances du Sénat, qui ont fait un rapport très intéressant sur le financement des transports, et qui ont enfin repris ce plaidoyer pour les espaces peu denses. Ils ont proposé une dotation pour les autorités organisatrices des mobilités, dont les espaces peu denses, qui est prise sur la taxation des crédits carbone européens. Et c'est vraiment une source assez intéressante de financement. Comment dire, qui serait réservé aux AO, mais ils ont bien annoncé à l'oral, le rapporteur général du budget, en même temps qu'il reprenait cette idée de la commission des finances. Il a bien précisé, c'est extrêmement important, euh, si on fait ça, il n'est pas question d'augmenter le versement mobilité. Et ils l'ont mis comme une condition importante. Et en fait, là, je vais parler du MEDEF qui surveille très très fortement le fait que le versement mobilité n'augmente pas, mais je pense qu'il va avoir du mal à résister aux pressions, et je vais terminer là-dessus. Les pressions qui sont multiples, mais aussi les concurrents aux espaces peu denses qui demandent un flux de recettes stable pour financer les transports. Euh,
parce que l'autre idée qui a été évoquée dans le budget, c'était... non, oui, excuse-moi Antoine, j'ai commis une petite erreur. Euh, Là, il y a eu deux idées intéressantes dans le cadre du budget. La première, c'est effectivement une dotation pour les AOM euh, qui est prise sur la nouvelle taxe sur les sociétés autoroutières et les aéroports. Et la deuxième idée, c'était qu'on prenne une partie de la taxe sur les crédits carbone européens, mais pour l'affecter aux conseils départementaux et aux communes pour financer les routes. Et donc, je termine, comme je l'ai dit, j'espère avoir été à peu près clair, euh, pour évoquer les concurrents budgétaires qui veulent aussi des nouvelles recettes. Il y a un front extrêmement important qui est ouvert euh, par les très grandes villes autour de la problématique non satisfaite des zones à faible émission, du financement des services express régionaux métropolitains qui réclament, euh, pour produire un choc d'offres, une augmentation de leurs recettes. Et vous avez là-dedans le cas particulier d'Île-de-France Mobilité, qui arrive dans une impasse budgétaire avec 1 milliard d'euros à trouver annuellement pour financer le fonctionnement du Grand Paris Express. Donc il y a un système dérogatoire qui a été trouvé pour Île-de-France Mobilité cette année, mais il est clair que s'il y a des nouvelles recettes comme celles que j'ai citées, ils vont se manifester. Et ils sont appuyés par deux groupes de pression très importants euh, que la DCF connaît bien, les Amis de France Urbaine et le GART, le GART qui est très très proche des très grosses intercos métropolitaines. Le GART qui avait été agile, je le signale, pour, après le Covid et dans les plans de relance, lancer des appels à projets qui étaient 100% dédiés aux modes de transport très très denses, les tramways, et les solutions comme celle-là. Et puis le dernier concurrent, c'est effectivement les régions qui ont récupéré la compétence mobilité sans véritable flux de recettes nouvelles et, et qui veillent au grain avec, Antoine l'a dit, l'idée d'une hausse du versement mobilité additionnel qui se lève dans certains cas et pour des syndicats mixtes SRU. Et donc, quand je parle de concurrence, il faut que l'ADCF soit forte et que les espaces peu denses montent au créneau pour réclamer ces moyens. Et parce qu'autrement, je sais comment les arbitrages sont rendus dans les demandes des collectivités. Voilà peut-être pour un premier temps de parole, Antoine, sur les questions de financement actualisées. Et peut-être M. Mananti pourra nous dire quand le fameux rapport que nous avions demandé dans la loi climat, à la quasi-unanimité au Sénat, sur le financement des mobilités dans les espaces peu denses, va sortir, parce que, à ma connaissance, il n'est toujours pas sorti. Dans le débat sur les Serm, le Clément Beaune nous a dit qu'il allait sortir dans quelques semaines, mais je n'ai toujours pas vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, c'était extrêmement clair. Moi, je retiens plusieurs choses pour les reformuler. La première chose qui est une évidence, mais c'est qu'effectivement, le modèle actuel du VM est de toute façon insuffisant pour régler les questions qui sont devant nous. Et donc, on voit bien, quels que soient les espaces, qu'ils soient très denses, qu'ils soient interterritoriaux ou à l'intérieur de nos communautés de communes les plus petites, de toute façon, on n'a pas les moyens de ça. Donc, il faut forcément faire évoluer les choses. La deuxième chose que je veux redire, c'est que nous, à Interco de France, on a toujours été favorable à la question de l'équilibre du territoire. Voilà. On est probablement l'association la plus attentive à l'aménagement du territoire parce qu'on s'occupe de nos habitants partout où ils sont sur le territoire. Voilà. Et de ce point de vue-là, on a toujours essayé d'avoir au sein du GART, je dis Olivier, une position équilibrée parce qu'on comprend bien aussi les besoins de France urbaine et les besoins des régions de pouvoir assumer aussi leur part dans l'ensemble des modèles des mobilités. Voilà. Alors, merci aussi sur ces deux sujets que tu as évoqués sur
la baisse du nombre de salariés, ça peut faire partie des questions qu'on peut débattre tout à l'heure, après que Jean-Yves nous ait parlé. Ensuite, sur la question de la définition de ce que c'est le transport régulier, ce que tu proposes, je crois, une avancée intéressante. Et puis sur la question de la recette stable, c'est effectivement la question qui est devant. Alors, je passe la parole à Jean-Yves pour nous parler, vu de lui, du VM. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Interco de France pour ce webinaire qui est important parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup prise de compétences mobilité. On n'a pas, à mon avis, effectivement assez précisé les positions d'Interco de France. Et Antoine, on a eu ces débats récemment. Et je pense que c'est important qu'on ait aujourd'hui ces échanges pour vraiment sédimenter une position. On l'a vu, je remercie aussi M. Jacquin, on l'a vu, le sénateur Jacquin, on a vu, il y a des concurrences, évidemment. Donc, il est nécessaire qu'on ait des positions relativement claires, en tout cas bien posées. Il m'appartient dans le cadre, donc je me présente très rapidement, Jean-Yves Brenier, président effectivement de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné en Isère. C'est 80 000 habitants pour 47 communes. Et je suis membre du conseil d'orientation d'Interco de France, et plus spécialement effectivement sur ces questions de mobilité notamment. Donc, il m'appartient de préciser un certain nombre de points sur le versement mobilité pour que on sache exactement de quoi l'on parle. Donc, le versement mobilité, en termes de financement, c'est 47% du financement des mobilités pour l'ensemble des AOM hors Île-de-France. On voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Aujourd'hui, évidemment, le versement mobilité est majoritairement prélevé par les agglomérations de plus de 400 000 habitants. Et puis, pour 2 tiers aux 28 agglomérations disposant de transports collectifs, on l'a dit, le produit du versement mobilité perçu par les AOM hors Île-de-France est passé de 3,9 milliards d'euros en 2015 à presque 5 milliards en 2021, donc une augmentation significative. On a parlé taux et assiette, et là-dessus, c'est important de préciser. Vous le savez, le versement mobilité est plafonné. Il est plafonné en 2 zones, donc une zone Île-de-France avec un plafond à 2,95%, on verra de quoi il s'agit, et puis hors Île-de-France à 2,5%, avec une marge de progrès assez faible, puisque 171 des 262 AOM qui lèvent le versement mobilité en 2023 appliquent déjà le taux plafond. Et donc, pour préciser, l'assiette du calcul du VM est affectée à l'ensemble des rémunérations soumises à cotisation sociale. Donc, on voit bien effectivement que ça a un impact fort sur le monde économique, comme ça a été précisé précédemment. L'assiette, là encore, il est bon de le rappeler parce qu'on a des marges de manœuvre à défendre potentiellement. L'assiette est assise sur la masse salariale des entreprises d'au moins 11 salariés, situées évidemment dans le ressort territorial de l'AOM. Donc, c'est bien à partir de 11 salariés et uniquement à partir de ce seuil-là que commence effectivement à être ouvert la possibilité, enfin le versement du VM pour les entreprises. Et puis, cette condition du transport public régulier, comme vous le savez, c'est bien l'instauration en fait d'un transport régulier qui permet le versement du VM. Donc, ça pose des problèmes, ça pose un certain nombre de soucis pour nous. Et puis, pour précision aussi, ne constitue pas un transport public régulier permettant d'instaurer le VM, comme a pu le goûter Antoine dans son territoire, les services de transport scolaire, et ni non plus les lignes de TAD, de transport à la demande. Donc là aussi, on pourrait se poser les marges de négociation. Pour ce qui concerne vraiment nos intercommunalités, une enquête a été menée en 2023, vous le savez, et cette enquête montre que pour les intercommunalités, le VM fait aujourd'hui pleinement partie des solutions de financement. Bien évidemment, on l'a vu, 90% des communautés d'agglomération ont instauré le VM. La quasi-totalité des communautés d'agglomération l'ont mis en place, mais 10% seulement des communautés de communes parmi les répondants à l'enquête d'Interco de France. Donc, ça signifie quand même qu'il y a des difficultés pour mettre en œuvre le VM, notamment dans les intercos qui ont nouvellement acquis la capacité d'être AOM. Donc, en fait, la question qui est posée aujourd'hui, c'est pourquoi faire évoluer ce versement mobilité et quelles pistes d'évolution qui seraient portées par Intercommunauté de France. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est que le constat, finalement, c'est que c'est une fiscalité ancienne, c'est une vieille
taxe qui a été construite pour les transports publics massifs, je dirais, de grosses agglomérations. Du coup, elle est forcément inadaptée aux espaces peu denses où la ligne de transport collectif n'est pas opérante. C'est la non-densité qui fait l'absence effectivement de capacité de mettre en place le transport collectif. Et la loi LOM a mis en œuvre la capacité d'être AOM sur des territoires qui étaient jusqu'à présent zone blanche, donc qui étaient déjà en difficulté pour mettre en place ce type de transport. Donc on est en face de nouveaux enjeux. On a plus de territoires aujourd'hui, et puis on est à l'époque d'un enjeu d'une mobilité plurielle. Et finalement, nous tous mettons en place des bouquets de mobilité. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a des avancées qui pourraient prendre en compte effectivement du covoiturage ou du covoiturage massif qui pourraient effectivement générer la capacité de lever le versement mobilité. Donc la proposition d'Interco de France, c'est d'instaurer la capacité d'instaurer un versement mobilité dès qu'un bouquet de solutions est proposé sur les territoires. La deuxième piste, c'est effectivement, vous l'avez compris, une assiette restreinte aux entreprises de plus de 11 salariés qui finalement est limitante. Donc la proposition pourrait être d'élargir l'assiette, pourrait être étendue aux entreprises qui emploient moins de 11 salariés. Alors est-ce qu'il faut commencer à 3, à 5? Est-ce qu'il faut laisser la capacité au territoire finalement de définir le point d'entrée d'assiette? Ça, c'est un autre sujet effectivement qui est important. Il y a la question du plafonnement du taux. Alors là-dessus, évidemment, on a senti les réticences du monde économique et tout particulièrement du MEDEF, mais la question du déplafonnement est quand même sur la table. Elle est portée notamment, et ça a été rappelé par l'association France Urbaine. Et cette question du déplafonnement doit être vraiment aussi au cœur de nos discussions, puisque la position d'Interco de France n'est pas tout à fait sédimentée sur ce point. Et en contrepoint aussi, parce que c'est important de l'avoir en ligne de mire, il ne faut pas négliger la demande des régions de pouvoir lever le versement mobilité, ce qui n'a pas été rendu possible par la loi LOM et qui d'ailleurs aujourd'hui n'a pas été porté par le GART, il faut le signaler. Pourquoi c'est important? Puisqu'en fait, finalement, nos intercommunalités se sont positionnées par rapport à la prise de compétences mobilité au regard de la possibilité pour les régions de pouvoir s'en saisir en lieu et place des intercommunalités, mais sans pouvoir lever le VM. Donc ce serait finalement modifier les règles en cours de route. Voilà, j'essaie d'être le plus rapide possible pour laisser la place à la suite des interventions. Antoine, j'ai essayé de synthétiser les positions et effectivement, il faut qu'on puisse arriver à des lignes de convergence de manière à pouvoir avoir des propositions très très claires d'intercommunalité de France. Et je reviens aussi et je retiens les propositions du sénateur Jacquin. Il faut qu'on soit très très clair sur nos positions pour pouvoir avancer sur ce sujet de manière très rapide en tout cas. Voilà. Merci Jean-Yves pour cet exercice formidablement difficile d'être clair sur un sujet aussi complexe. Moi, je retiens plusieurs choses. D'abord, le concept de la vieille taxe, qui est, je sais, cher à ton cœur, mais qui correspond quand même à une réalité, puisque à la fois sur son assiette et sur la manière dont on le lève et dans son besoin, ça ne correspond pas. Donc voilà, les trois solutions, bouquet de solutions pour remplacer l'obligation de la ligne régulière, qui décide de l'assiette finalement, et la question du déplafonnement. Et j'en profite peut-être pour l'ensemble de nos adhérents pour rappeler que la question des régions, en fait, se divise en deux, puisque nous avons des régions qui ont encouragé leurs EPCI à prendre, leurs communautés de communes à prendre la compétence AOM, et puis celles qui ne l'ont pas fait. Et donc, naturellement, grosso modo, on a une ligne nord-sud, à part Centre-Val de Loire qui s'est positionné plutôt comme l'acteur unique des mobilités du dernier kilomètre sur chacune des communautés de communes de son territoire. Toutes celles du Nord ont plutôt privilégié un rapport de collaboration avec les communautés de communes, et toutes celles du Sud plutôt le contraire. Et donc évidemment, ça change aussi la nature de la relation avec le VM, hein, y compris d'ailleurs sur la notion du VM additionnel, parce que quand vous avez, imaginons, plutôt côté sud, la possibilité, du coup, à terme, pourquoi pas, pour une région de lever un VM parce qu'ils ont la compétence mobilité du dernier kilomètre localement, ou lever un VM additionnel, naturellement, la question se pose de façon très différente dans des territoires où on aurait un VM d'une communauté de communes locale avec un VM additionnel décidé par la région. Voilà. Et donc, on voit bien que même le rapport avec l'employeur, il se pose, puisque la région, elle lève son VM pour relier des territoires, et la communauté, elle lève son VM, enfin, elle cherche sa fiscalité pour organiser les choses localement dans son territoire. Voilà. Et donc, c'est toute la question des discussions qu'on a eues au sein du GART, de savoir si en se partageant le VM, on ne se tirait pas une balle dans le pied d'être non seulement concurrent
euh, dans nos exigences de financement, comme le disait très bien Olivier Jacquin, mais si on n'est pas au quotidien aussi concurrent, comme on l'était autrefois avec l'ATH, avec les départements, en train de se dire qui augmente cette année, qui n'augmente pas, et à la fin, une année, on décide de ne pas augmenter, puis le département le faisait, et donc on avait beaucoup de mal sur le terrain à expliquer qu'on était dans cette situation-là, ou l'inverse. Voilà. Et donc, la question du partage de l'assiette, elle est vraiment importante, et la question du fléchage de ce que disait Olivier en allant chercher d'autres formes de recettes stables, elle est vraiment importante. Alors, le dernier point évidemment des possibilités de recettes, c'est effectivement la question de la tarification. Alors, donc, je vous en dis juste quelques éléments de force pour vous dire que en France, ça représente, en 2019, ça représentait 1,5 milliard, soit 17% des recettes totales hors emprunt. C'est-à-dire que la tarification, donc ce que paye l'usager, c'est en moyenne en France 17%. Ce qui est intéressant, c'est que cette part-là n'a cessé de baisser dans le temps. On m'a donné, parce que c'est pas moi qui suis intelligent, vous le savez, ça doit être Carole, quelques chiffres qui m'ont sidéré. Dans les années 60, en 75, la tarification, c'était 70% de la recette, donc des revenus des transports. En 95, c'était 21%. Et donc, en fait, ça ne cesse de baisser. Ça ne cesse de baisser. Et on a en même temps ce qui va avec des prix du ticket, quel que soit en abonnement ou pas, en prix moyen, pratiquement une stabilité des prix. Donc, on a une augmentation des dépenses, probablement une augmentation aussi du choc de l'offre, mais une baisse. Voilà. Donc, évidemment, ça, c'est une réalité uniforme sur le plan national. Mais évidemment, plus vous avez un réseau dense, plus la part de la tarification est élevée, moins vous avez un réseau dense, moins la part de la tarification est élevée si elle existe. Voilà. Donc les chiffres sont là encore éloquents. Donc vous avez donc, sur les 17% national, vous avez 32% à Strasbourg, 24% à Lyon, 3% à Lens, et puis sans doute qu'on aurait des disparités encore extrêmement importantes. Autre point qui est étonnant, je ne sais pas si on a une explication de ça, c'est qu'on est plutôt un modèle avec l'EVM, un modèle qui laisse peu de place à l'usager dans le financement. Et en Europe, on fait à part. Euh, en Espagne, c'est 60% des recettes qui viennent de l'usager. En Suisse, c'est pareil. Aux Pays-Bas, on est entre 40 et 50%. En Allemagne, on est un peu plus de 30%, malgré les dispositifs qu'ils ont mis en place de tarifs uniques, etc. Donc, on voit bien que la part chez nous de l'usager, elle est très faible. Et dès qu'on arrive dans les territoires peu denses, la question, y compris de la gratuité, se pose, tellement le coût pour aller rechercher le financement auprès de l'usager et parfois pas très loin de ce que ça rapporte. Voilà. C'est le problème de l'ISF que chacun connaît. Voilà. Donc on a quelques exemples d'expérimentation qui ont choisi la gratuité. C'est le cas notamment de la communauté d'agglomération Foix-Varil. Somme Sud-Ouest a fait un travail important pour essayer de participer à son financement en ayant récupéré une part de la région avec le transfert du transport scolaire et puis avec une offre touristique aussi et extrascolaire avec donc des financements régionaux dans une offre. Donc il y a des points qui sont intéressants et peut-être qu'on pourrait entendre quelques mots de Marie-Julie Massemin sur l'expérimentation de votre communauté. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, quelques mots de présentation de la communauté de communes du Pays de l'Indre rapidement pour vous situer le contexte. On est donc dans les Hauts-de-France, plus précisément dans le Pas-de-Calais, à proximité de Saint-Omer, donc un territoire rural d'un peu plus de 23 000 habitants. Et on est engagé sur une stratégie mobilité depuis plusieurs années dans le cadre de notre plan climat. Notre volonté, c'est d'accompagner en fait nos habitants sur des changements de pratiques et surtout de développer donc la mobilité partagée, la mobilité active. Donc nous n'avons pas, nous en tant qu'AOM, depuis juin 2021, nous ne gérons pas de service de transport, de réseau de transport en tant que tel. Nous avons mis en place pour autant des services de mobilité depuis 2 ans, notamment un service d'autopartage de vélo partage, où en effet on a un système de tarification
qui se base sur une participation en fait auprès de notre gestionnaire de l'outil numérique qui gère l'autopartage et le vélo-partage. Donc c'est vraiment l'usager contribue en fait à ce service. C'est 1 euro de l'heure pour la voiture, plus 1 euro de frais de gestion et 50 centimes par heure pour le vélo, plus 50 centimes de frais de gestion. Donc c'est loin de couvrir le fonctionnement du service, puisque sur ce qu'on appelle nous les stations de mobilité, on est en fonctionnement à peu près à 20 000 euros par an. On a 7 stations sur la communauté de communes. Et là, j'ai repris les chiffres en recettes pour les 3 premiers trimestres 2023. On est à 5 600 euros. Donc, vous voyez, on est quand même très loin de couvrir le fonctionnement du service. Voilà, donc ça, c'est pour un retour d'expérience sur nos stations de mobilité. Et après, on a le transport solidaire, qui est un modèle du coup en fait, de mise en relation entre des bénévoles qui vont effectuer le déplacement pour un bénéficiaire, vraiment pour répondre à ses besoins de déplacement. Et en fait, là, le bénéficiaire participe au financement, aux frais de déplacement. C'est quelques centimes d'euros par kilomètre. Donc là, c'est plus symbolique voilà, pour le bénéficiaire, en sachant que la majorité des frais engagés par le bénévole sont couverts par l'intercommunalité. Donc, c'est vrai que pour nous, la question budgétaire, en fait, sur cette compétence mobilité, c'est loin d'être couvert par les tarifs que l'on pratique pour gérer nos services. Heureusement, on arrive je pense que vous l'évoquerez juste après, on arrive à répondre à des appels à projets et des financements de l'État, voire européens, pour également couvrir de l'investissement et du fonctionnement. Ça, vous l'aviez évoqué en préambule, parce que pour nous, la problématique première, c'est cette question du fonctionnement, mais je pense qu'on n'est pas la seule intercommunalité dans ce cadre-là. Voilà rapidement Oui, c'est ça. les éléments de Merci beaucoup. Voilà, donc là encore très riche. On voit bien qu'il y a les deux sujets là. On parle plus du fonctionnement ce matin que des questions d'investissement, mais la question d'investissement, elle est importante aussi, notamment sur la question des réseaux de vélo, mais on en parlera tout à l'heure. Et on voit bien aussi qu'on a deux approches qui ne sont pas exactement les mêmes quand même. Et dans les concurrences entre territoires, il faut qu'on l'ait en tête. Les territoires peu denses aujourd'hui, ils sont surtout en train d'essayer de développer des solutions. Donc plutôt, soit de trouver des solutions pour des questions d'attractivité pour des nouveaux habitants, qui diraient je peux venir là, j'ai pas mon permis par exemple, y compris des jeunes, et donc c'est une condition d'accès à l'emploi, soit parce qu'il y a une volonté locale d'accompagner ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire le fait que je prenais ma voiture et que je veux prendre un autre modèle qui soit plus protecteur de l'environnement. Et puis, il y a les grosses collectivités qui sont dotées depuis longtemps, financées par le vieil impôt, cher Jean-Yves, qui, elles, sont dans des logiques de décarbonation de leur offre. Voilà. Et donc, ce n'est pas exactement la même porte d'entrée. Voilà. En monde rural très décarboné, mettre un bus diesel, c'est quand même toujours mieux que 30 voitures. Voilà. Donc, en termes de développement, on parle de choses qui sont quand même distinctes. Voilà, je vais ouvrir maintenant les débats. Donc, n'hésitez pas, si vous avez... Carole va faire la Madame Loyal. Il n'y a pas beaucoup de remarques sur le film, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup, moi. Donc, soit on vous ennuie profondément, soit on vous a endormi, soit c'est trop clair, mais en tout cas, c'est pas normal. Alors, la parole est à vous. Ou alors, Carole nous a inventé qu'il y avait du public, mais en fait, Oui, pas. c'est ça. Voilà, bon. Non, mais alors, si vous le souhaitez, on peut peut-être poursuivre avec les interventions suivantes, hein, qui nous permettront Très bien. d'appel à projet, si ça vous convient. On serait quand même intéressé, notamment Jean-Yves et moi, pour avoir des retours sur les trois questions qu'il posait, quoi, et les propositions d'Olivier Jacquin sur VM déplafonné, pas déplafonné,
passer en dessous les 11 salariés pour lever le VM, et puis de quoi on parle quand on parle de ligne régulière, enfin, est-ce qu'on ne peut pas changer la raison justificative? Voilà. Si vous ne voulez pas le dire publiquement, vous pouvez déjà nous l'écrire sous pseudo, mais ça nous intéresse quand même d'avoir votre retour, parce que clairement, dans nos discussions avec les collègues à l'intérieur du GART de France Urbaine et de Région, il faut qu'on ait une position qui soit quand même affirmée, pour, comme le disait Olivier de façon claire, on pèse dans le débat, parce que sinon, c'est très simple, hein, on va s'occuper que de la décarbonation dans les mondes très denses. Hein, voilà. Donc, il faut qu'on arrive avec des positions qui soient extrêmement claires. Les régions nous aideront parce qu'elles font le lien entre les territoires, mais si à la fin, et la portion congrue, c'est le monde rural ou peu dense, on s'en sortira jamais. Hein, voilà. Vas-y, Carole, reprends. Oui. Là, on a une intervention, donc effectivement, sur l'idée d'ouvrir, enfin de faire lever le versement, assujettir les entreprises à partir de 5 salariés. Voilà. Donc, c'est vrai que ça pose la question de savoir que des entreprises qui n'étaient pas assujetties et qui avaient prévu leur modèle économique comme ça vont l'être. Mais l'idée, ça pourrait être de faire évoluer les taux pour qu'on garde l'assiette augmentant. On fait baisser les taux pour rendre cet impôt plus facilement acceptable. Peut-être, Carole, pardonnez-moi, je pense aussi qu'on a un sujet qu'il faut qu'on éclaircisse, et je réagis à ce que disait Madame Tassin. L'EVM n'est pas une prestation de service, il me semble. En tout cas, moi, c'est comme ça que je. Et donc, en fait, le fait de percevoir l'EVM ne dit pas que la collectivité va amener une solution de transport pour toutes les entreprises. C'est une fiscalité territoriale qui a trait à la question globale de l'attractivité du territoire, de la décarbonation, des enjeux du moment, mais ce n'est pas forcément lié à une prestation de service pour chacune des entreprises. Et c'est pour ça que je rebondis aussi sur ce que disait le sénateur Jacquin. Je trouve extrêmement intéressant de dire qu'on est au bon moment en fait de la création ou de la perception pour les territoires d'une nouvelle fiscalité, alors même que effectivement il y a la disparition de la CVAE. Il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre. Par contre, il ne faut pas l'assujettir, à mon avis, à un service pour tous et toutes les entreprises. On est dans le cadre de ce qu'on évoquait avec Antoine Chéreau en préparation de cette réunion. C'est comme quand on paye une fiscalité dans les communes, on ne paye pas une prestation de service pour l'école et on n'arrête pas de payer quand nos gamins vont plus à l'école, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment un sujet important, et même dans notre tête, il faut qu'on l'ait à l'esprit. Et moi, je suis en train d'essayer de le lever, donc c'est pas simple dans mon territoire. Mais effectivement, en fait, c'est pas l'actif qui est la première personne qui va quitter son mode de transport carboné individuel pour aller prendre un bus en un monde peu dense. Parce que de toute façon, entre son lieu d'habitation et son lieu de travail, s'il est à l'intérieur de la communauté de communes ou l'intérieur d'un territoire qui est peu dense, avant qu'on ait un niveau de service pour tout le monde de ligne régulière pour y arriver, c'est impossible. Voilà. Donc, ni en coût, parce que ça ne coûte pas très cher quand c'est à l'intérieur du territoire, ni en temps, ni en confort, on sera compétitif. Donc, en réalité, le premier service qu'on apporte, c'est sur des questions d'attractivité des territoires. Et le premier public, ce n'est pas les actifs. Et donc, effectivement, si on commence à dire à l'entreprise, on va vous aider, on se trompe. Voilà. Les actifs, c'est important. Perdu, Sur des longues distances, voilà, où on peut, effectivement, si ça dure 1 heure de voiture, si vous avez 1 heure, même 1 heure et demie de train, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Voilà. Mais si vous avez un quart d'heure de voiture, vous n'allez pas essayer d'aller dans votre bourg le plus proche pour rentrer dans une gare routière, pour un ligne régulier, etc. Voilà. Et donc, du coup, dans la relation avec l'entreprise au moment du VM, en fait, il faut assumer que c'est une fiscalité, hein, point. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ce n'est pas un service. Tout à fait. Olivier, tu veux ajouter quelque chose, je sens? Oui, je veux bien. Parce que la discussion est. Attends, j'ai bien ouvert mon micro. Ouais. La discussion est très intéressante. Et ce que tu dis là est tout à fait pertinent. Et effectivement, quand on est responsable d'un territoire, décréter que pour un service qui n'est pas encore existant et substantiel, on va lever une recette fiscale, c'est très difficile à effectuer. Mais effectivement, le contexte me semble de suppression de la CVAE me semble favorable pour vous inciter à le faire.
Mais je veux déjà déconstruire une idée forte, c'est celle de la gratuité des services. Je constate que ceux qui peuvent se permettre la gratuité des services sont des territoires qui disposent de bases fiscales extrêmement importantes. Il faut aller voir Dunkerque, par exemple, et sa richesse en base de versement mobilité avec un tissu d'entreprise extrêmement important. Alors, certes, ils ont fait un travail de très très grande qualité pour à la fois mettre en place la gratuité et réussir à augmenter l'offre de transport. Parce que c'est ça la question importante. C'est pas la gratuité. Moi, je suis sur un territoire magnifique où les politiques de mobilité démarrent, la prise de compétences est récente. À l'époque, quand j'étais président, quand on levait le versement mobilité, on ramassait moins de 100 000 euros. Avec 100 000 euros, vous ne pouvez pas avoir un cadre A et une politique de subventionnement. Je parle de subventionnement, je ne parle même pas de gratuité des transports mis en place. C'est ça la réalité de nos territoires en général. Donc, la priorité, ça n'est pas la gratuité, c'est bien de proposer une offre de transport adaptée. Et là, je le dis tout de suite, chaque territoire doit déterminer ses objectifs. Est-ce que son objectif, c'est la suppression de la deuxième voiture d'un ménage, ou est-ce que c'est de traiter la question très importante de ce que le sociologue Éric Le Breton appelle les assignés territoriaux, c'est-à-dire ces gens qui habitent dans des territoires où il n'y a que la voiture pour se déplacer et ils n'ont pas de voiture, soit parce qu'ils ont un problème de santé, d'âge, voire de revenus. Et selon les chiffres, ce serait 15 à 20% de la population qui serait, entre guillemets, assignée territoriale. Et là, il y a vraiment une question. L'autre point que je souhaite réaborder maintenant, c'est un truc qui avait été plutôt intelligent dans la loi d'orientation des mobilités en termes de partage des compétences, de mettre deux niveaux de compétences, un au niveau de nos grandes régions et le second au niveau des territoires sur la maille intercommunale, avec même un dispositif extrêmement original, c'est qu'une petite ville d'une interco pouvait conserver son service de transport urbain en complément de la prise de compétences par la région. Et là, il y a eu une souplesse, c'est assez complexe, mais il y a une souplesse assez importante. Et donc, moi, je milite vraiment pour ceux qui s'intéressent à la question des mobilités dans les espaces, dans les espaces peu denses. On ne peut pas attendre des solutions uniquement de la maille régionale. Il y a vraiment plein de choses à faire au niveau local. On n'a pas encore parlé des mobilités actives, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je crois vraiment que la première étape, c'est la prise de compétence d'une interco sur son territoire pour faire en sorte que demain, son territoire ne décroche pas. Vous savez très bien qu'on vient vous voir aujourd'hui en vous demandant s'il y a un service de garde de la petite enfance, s'il y a du très haut débit. Peut-être que demain, je le signalais dans mon rapport, pour les territoires qui ne se font pas livrer dans des délais corrects par les Amazon, et je ne parle même pas des livreurs de pizza, parce que dans les espaces peu denses, les pizzas, elles arrivent froides. On n'arrive pas à les livrer chaudes, tant les distances sont importantes. Mais il y a un risque de déclassement des territoires et il faut que chacun connaisse son objectif. Je vais terminer avec la nécessité pour cette politique-là d'une approche sur mesure. On ne peut pas prendre la compétence mobilité à coup de bureau d'études sans avoir une ingénierie à côté des élus, les élus qui passent démocratiquement, ils ne restent pas tout le temps. Par contre, il faut une fonction publique de qualité qui permette de capitaliser les politiques de mobilité d'un territoire. Et ça a un coût. Et, et, et voilà. Et dernier point sur le versement mobilité, j'ai trouvé l'idée qu'a évoqué Jean-Yves, euh, que ce soit le seuil d'assujettissement au VM soit peut-être fixé par les territoires, c'est extrêmement intéressant, je pense, que chaque territoire puisse dire, chez moi, vu mon tissu d'entreprise, je vais plutôt cibler telle ou telle strate d'entreprise. Je pense que c'est intéressant. Et l'autre point, par contre, où je suis en désaccord, je crois que dans le contexte politique actuel, il ne faut surtout pas parler
dans cette temporalité du déplafonnement du versement mobilité, parce que là, le MEDEF se crispe considérablement. Et je crois que pour les autorités organisatrices des espaces peu denses, la temporalité n'est pas encore de réclamer le déplafonnement, c'est plutôt d'accéder au versement mobilité dans une redéfinition du transport régulier. Parce que dire quand un bouquet de solutions est apporté, c'est juridiquement compliqué à définir, quoi. Quel va être le bon bouquet de solutions? Est-ce qu'il est substantiel? Est-ce que juridiquement, ce bouquet de solutions ne va pas être attaqué par les entreprises en disant que non, c'était juste pour lever le versement mobilité, mais qu'il n'y a pas un service approprié. Je pense que c'est un peu fragile pour l'instant, ou alors il faudrait qu'on le retravaille, cette approche du bouquet de solutions. C'est pour ça que moi, je prenais la ligne de covoiturage express. Je pense que c'est un outil qui peut s'adapter sur presque tous les territoires. Il faut creuser la question, mais qui semble assez opportun, pas très coûteux, et donc ça peut être une porte d'entrée assez intéressante. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Effectivement, c'est intéressant. Vous voyez Jean-Yves qui opinait du chef, ce qui est pas mal hein, comme exercice, Olivier. Bravo, hein, parce que euh, Jean-Yves est un bon spécialiste. Moi, juste pour réagir à quelques sujets, mais chacun pourra le faire dans le fil. D'abord, on voit bien dans vos remarques que la question, elle est quand même celle du financement lisible, durable et stable. Voilà. On voit bien que pour certains d'entre vous, soit l'appel à projet qui s'arrête, soit des financements parce que c'est innovant, c'est une véritable difficulté. Et ça, c'est vrai sur le terrain. S'engager, c'est aussi, comme le disait Olivier très justement, construire des équipes de compétences importantes dans nos EPCI. Et donc, ça ne peut pas être simplement non durable. Donc ça, c'est sûr. Je voudrais dire que oui, on a des contacts avec le MEDEF, on a l'intention de les voir bientôt. Je redis ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le MEDEF était absent de nos discussions jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de bruit autour de la question du déplafonnement. C'est-à-dire, en gros, jusqu'à présent, la question du déploiement du VM en monde peu dense, ils ne le voyaient pas, c'était en dehors de leur radar. Et c'est les discussions qu'il y a eu, Complètement. notamment en Ile-de-France, sur le déplafonnement du MEDEF, qui fait que c'est devenu un sujet qui est à la fois, qui est plus national que local d'ailleurs, mais sauf qu'on voit bien partout, enfin moi je vois autour de moi dans ma région, partout où il y a des territoires qui sont en train de s'organiser pour le VM, partout on a des positions qui sont publiques, systématiques, voilà. Et dans ma région, quand le ministre des Transports est venu présenter le volet mobilité du CPER, la présidente du MEDEF de Loire-Atlantique a pris la parole pour dire combien elle était opposée à un déplafonnement du MEDEF. Voilà, donc une crispation sur ce sujet. Et effectivement, après, c'est une question de stratégie, mais on a évidemment besoin d'une recette stable, lisible, enfin, tout ce que vous avez dit et avec les possibilités qu'a indiqué Olivier. Mais effectivement, on voit bien ce qui fait peur ou pas. Voilà, en tout cas, ce qui déclenche le chiffon rouge. Sur la question des coms, là, je vois, il y a donc des contrats de mobilité sur les bassins de mobilité. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que c'est quand même plutôt positif. Notamment, on a en région Pays de la Loire travaillé sur les bassins de mobilité avant les négociations avec le gouvernement sur le volet mobilité du CPER. Donc, ça a été quand même utile pour travailler à une territorialisation des investissements de la région. Et d'ailleurs, ça a permis une différenciation selon les départements. Des départements, on a fait plus de ferroviaire à la région et même on a participé à des routes là où il n'y avait pas. Enfin, donc, ça donne quand même une visibilité. Après, là où je partage, c'est que c'est long terme. C'est-à-dire que ce n'était pas une habitude, parce que c'est depuis la loi NOTRe que la région commence à faire du transport fin avec le transport scolaire. Avant, elle faisait que de la gestion de ligne, et ses interlocuteurs étaient principalement la SNCF et quelques grands donneurs d'ordre en matière de transport de ligne régulière de car. Mais donc, il y a un temps quand même de partage de stratégie qui est nécessaire, y compris de notre côté. Voilà. Ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas par rapport à la région. Donc, moi, j'y crois, mais je crois que c'est un processus qui a quand même à construire. Et on constate effectivement que c'est très différent selon les régions, indépendamment même de la question de la position que les régions ont eue sur le lever sur la compétence mobilité.
Très bien. Est-ce que je ne sais pas si les uns ou les autres voulaient réagir aussi sur le fil de discussion? Moi, je veux bien juste ajouter une toute petite précision par rapport au MEDEF, parce qu'effectivement, c'est un peu crispé autour du VM. Mais vous savez qu'ils interviendront, enfin, ils participeront à la journée des vœux d'intercommunalité de France le 31 janvier sur le sujet des financements. Et c'est aussi dans cette perspective qu'on avait souhaité organiser ce webinaire. Et puis, il faut se souvenir aussi que dans la construction de la LOM, en 2019, il y a eu un travail important de la DCF à ce moment-là avec donc, le MEDEF, qui avait abouti à la mise en œuvre, enfin, à la mise en place des comités des partenaires, avec cette idée que devait y avoir une discussion au niveau local pour l'organisation des mobilités et qui devait être une instance qui devait être non décisionnaire, bien sûr, vous la connaissez, mais réunie quand il y avait des évolutions sur le VM ou la décision de lever le VM. Très bien, merci Carole. Est-ce que on passe du coup à notre deuxième partie, Carole, ou est-ce qu'on... Oui, oui, je pense que. Alors, c'est vrai que vous avez reparlé de la question de la continuité des financements. Ce serait intéressant aussi de voir ce que propose France Ruralité. Très bien. Alors, je vois qu'on a un autre fil là. Je n'avais pas vu. Il y a des questions sur les questions-réponses. Voilà, qui est une demande de simulation des baisses graduelles en dessous de 11. Et puis la question du fléchage de la contribution climat-énergie, voilà, c'est ce qu'évoquait quand même Olivier dans les pistes, qu'il a évoqué sur un autre financement. Voilà. Et effectivement, la question de l'autre financement, elle est quand même au cœur de nos discussions. Voilà. C'est comme le disait Olivier, un territoire qui lève le VM, c'est un problème, et qui lui apporte 100 000 euros, on voit bien que c'est jamais suffisant pour résoudre la question. Je ne sais pas s'il y a des réponses d'autres réponses sur ce spectateur anonyme, voilà, qui a l'air de dire qu'on est au spectacle, puisqu'il y a des spectateurs. Très bien, bah écoutez, je vous propose que nous continuions sur notre séquence 2 et qui touche à d'autres formes de financement. On a évoqué déjà un tout petit peu sur les appels à projets, sur la question des emprunts. Et donc, je vais d'abord laisser la parole à Pierre Mananti, qui est le directeur du cabinet adjoint de notre ministre Dominique Faure. Et on vous laisse la parole, cher monsieur, si vous êtes toujours là. Je suis là, pardon. C'était le temps de remettre la caméra pour pouvoir vous parler. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est demandé si c'était la veste que vous aviez remise, la cravate. Ah, Non, ça aurait pu, ça aurait pu. Non, bonjour à tous et merci d'abord à Interco de France d'organiser ce temps d'échange dont j'ai suivi la première heure avec intérêt. Je voudrais commencer, avant de vous parler de France Réalité, justement par répondre au sénateur Jacquin, que j'ai le plaisir de retrouver ce matin, qui justement s'inquiétait que dans le nouveau plan du gouvernement pour des territoires sous-denses en aménagement de transport, notamment les territoires ruraux, on repartait sur des logiques d'appel à projet avec une mise en concurrence des collectivités. C'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment le point peut-être le plus important de ce que je vais vous dire ce matin, c'est que là, on arrive avec un dispositif de 90 millions d'euros sur 3 ans, donc sur la période 2023, 2024, 2025, qui vise à accompagner les communes au fil de l'eau. Donc, il y a évidemment une forme de concurrence puisque les plus rapides à proposer des projets et donc les plus dotés en ingénierie sont les premiers à démarrer, mais il ne va pas y avoir une enveloppe nationale arrêtée, répartie, où il y aurait une mise en concurrence par le fait qu'un tel ou un tel ait été en capacité de développer plus d'ingénierie que son voisin. Alors peut-être 2 mots d'abord pour vous parler du contexte. Il y a eu en 2019, vous le savez, un agenda rural. C'était le nom du plan du gouvernement pour les territoires ruraux, que ce soit en matière de mobilité, de santé, de culture. Et dans ce plan, il y avait déjà un certain nombre de mesures pour les mobilités. En 2022, quand la Première ministre Elisabeth Borne est entrée en fonction, lors de son discours de politique générale, elle a présenté un certain nombre de chiffres, notamment le fait que 95% des mesures de cet agenda étaient engagées ou réalisées. Et donc, il était temps de se poser la question, a-t-on suffisamment fait ou pas assez? Bon. Le directeur adjoint de cabinet en charge de la ruralité ne peut que vous dire, je pense que c'est un sentiment partagé, qu'il y avait encore des choses à faire,
Et donc, Dominique Faure, secrétaire d'État à la ruralité, devenu en novembre suivant ministre des collectivités, a engagé un travail de 6 mois avec un peu plus de 300 acteurs, notamment des associations et des représentants d'élus, mais aussi des entreprises, des collectifs citoyens, spécialistes sur la ruralité, pour élaborer un agenda de solutions. Et donc, le 15 juin dernier, le 15 juin 2023, dans la Vienne, la Première ministre a annoncé cet acte 2 de l'agenda rural qu'on a appelé le plan France Ruralité, et qui est composé de 4 axes. D'abord, une réforme des zones d'orientation rurale. Vous avez dû voir que dans la récente actualité, on a eu ces débats en PLF. Ensuite, une réforme de la dotation aménité rurale, qui est passée de 40 à 100 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans la préservation et leur valorisation de leur patrimoine naturel, les cours d'eau, la forêt, la qualité de l'air. Ensuite, un programme d'ingénierie, Village d'avenir, qui va vous intéresser à un titre qui est que 120 chefs de projet vont être recrutés pour accompagner à peu près 2500 communes, dont la ministre présentera la liste ce jeudi en Corrèze. Et donc, ces chefs de projet vont accompagner à chaque département des grappes de communes qui travaillent à inventer le village de demain, que ce soit en termes de culture, de logement, de santé. Et donc, dedans, il y a notamment un accompagnement à la réflexion sur les mobilités. Ça peut être mobilité du premier ou du dernier kilomètre, ça peut être architecture et cohésion du plan de mobilité au niveau territorial, ça peut être tout un tas de choses diverses et variées. En tout cas, ces chefs de projet en ingénierie, non pas en investissement, mais en ingénierie, ont vocation à définir avec les communes rurales un plan pour inventer le village de demain. Et puis, dans un second temps, ça a été l'engagement et l'annonce de la Première ministre dès le début, l'État a proposé que dès lors que la région, le département, des communes concernées se mettaient autour de la table et étaient prêtes à le faire, avec l'intercommunalité, avec les communes concernées, l'État trouvera les budgets nécessaires et assurera 80% du financement de ces projets dans la limite d'1 million d'euros dans le cadre des projets qui seront définis pour ces villages d'avenir. Et puis j'en arrive au point pour lequel Intercommunauté de France m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle France Ruralité Solutions, la 4e brique de ce plan que je vous ai présenté, qui est une trentaine de mesures très opérationnelles, très concrètes, qui vont toutes démarrer au 1er janvier 2024. Et donc, dans ces mesures, il y a une mesure qui concerne les mobilités rurales. Alors, c'est un fonds qu'on a appelé le fonds AOM rural, puisque c'est sur les AOM qu'on va travailler et s'articuler. Et ce fonds, il a vraiment pour ambition d'accompagner les collectivités à la fois dans la définition des stratégies de mobilité, mais aussi dans le déploiement d'une offre de mobilité qui soit durable, innovante, inclusive, et j'ajouterais, parce que quelqu'un l'a dit dans les interventions ce matin, solidaire. Alors, il y a 2 types de projets qui sont éligibles. D'abord, l'élaboration des stratégies mobilité ou du PDMS, le plan de mobilité simplifié. Et donc ça peut être de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du financement d'études préopérationnelles. Les dépenses d'ingénierie type bureau d'études ou AMO seront éligibles à ce fonds de 90 millions d'euros. Et puis le deuxième volet, je vous le disais, c'est vraiment la création du service ou du bouquet de services en lui-même. Et donc vont être éligibles des TUS, des transports d'utilité sociale, donc sur la mobilité solidaire, des TAD, des transports à la demande, des navettes régulières ou autonomes, de la mobilité partagée, autopartage, scooter, en libre-service, services innovants de mutualisation de véhicules, des services et infrastructures pour le covoiturage, des services numériques d'aide au déplacement, et puis du conseil à la mobilité. Et plus concrètement encore, pour tout vous dire, et donc tout ce que je vous dis va faire l'objet d'un guide qui va être envoyé à l'attention des préfets, qui sera rendu public d'ici la fin de semaine, et puis qui de toute manière figurera dès début janvier 2024 dans le cadre du Fonds vert, donc un document d'une quinzaine de pages dans lequel vous retrouverez toutes ces informations que grâce à Interco de France, vous avez aujourd'hui en avant-première. Seront éligibles donc les coûts d'investissement, typiquement travaux d'infrastructure, matériel roulant pour l'achat de petits véhicules de type véhicules électriques à faible émission, navettes routières, voire pourquoi pas d'ailleurs navettes fluviales ou maritimes si un territoire est intéressé. Et le soutien à l'achat des engins sera plafonné à 150 000 euros hors taxe par porteur de projet. Et puis seront aussi éligibles sur cette seconde partie vraiment de projets concrets les frais de fonctionnement du service de mobilité équivalent à 2 années de fonctionnement max, y compris quand le service sera assuré en régie. Donc cette enveloppe sera débloquable dès le 1er janvier 2024 et pourra financer des projets jusqu'au 31 décembre 2026. Ça concerne tous les départements de la France métropolitaine, y compris les départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Il faudra pour cela que le projet s'appuie sur une collectivité territoriale, soit qu'elle ait le statut d'AOM,
d'où le fait qu'on ait appelé ce fonds AOM rural, soit qu'elle ait une délégation de compétences équivalente. Et là, je pense par exemple à une collectivité ou un groupement qui pourrait solliciter le fonds si il ou elle dispose d'une délégation de compétences de la région qui lui permette d'agir comme une autorité agrégatrice de second rang. Les régions, d'ailleurs, pourront également bénéficier du fonds pour les projets locaux relevant de leurs compétences d'AOM locale exclusivement. Les PETR sont éligibles, qu'ils soient AOM ou qu'ils agissent pour le compte d'un de leurs membres en tant que délégation. Les syndicats mixtes AOM sont également éligibles dès lors que leur territoire est constitué uniquement de territoires éligibles. Et que sont les territoires éligibles? AOM rural, vous vous en doutez, ce sont les territoires de PCI ruraux. Donc, soit que le territoire de PCI soit intégralement rural, soit que le projet soit porté par une partie de cette EPCI qui est rurale et auquel cas les fonds n'iront qu'à la partie de l'EPCI qui est sur une partie rurale. Et puis, petite spécificité à laquelle Dominique Faure a été très attentive, depuis plusieurs années, la NCT travaille avec des associations qui développent des projets de mobilité en milieu rural. Et donc, les porteurs de projets associatifs ou privés pourront eux aussi bénéficier de ce fonds. Ça, c'est une des nouveautés des dernières semaines, dès lors qu'ils sont conjointement portés et financés par une OAM, pour bien qu'on ait un projet qui se structure avec ce que la collectivité et l'AOM peut faire sur son territoire. Alors, l'instruction sera assurée par la DDT au niveau du préfet de département. En fait, pour déposer votre dossier, vous aurez à aller sur la plateforme démarche simplifiée, dans laquelle vous mettrez, et là ce sera très simple, le formulaire de présentation du projet, une lettre d'engagement sur l'honneur et votre RIB. Donc, on ne voit pas comment on peut faire plus facile. Le projet sera ensuite instruit par la DDT avec l'appui du CEREMA, de France Mobilité, de la NCT si nécessaire. Et le taux applicable dans la subvention attribuée sera évidemment prendre en compte la capacité financière du porteur, de son statut, est-ce que c'est une communauté de communes, communauté d'agglo, un PETR, un syndicat mixte, etc. Dans tous les cas, le taux de financement des projets, on est dans le cadre du fonds vert, et il pourra aller jusqu'à 50%, c'est des règles que vous connaissez déjà, 50% pour les projets Nucomcom AOM et 20% pour des projets portés par une région AOM dès lors qu'elle interviendrait sur un territoire rural. Et puis, bien entendu, ce financement de projets de premier kilomètre ou dernier kilomètre en ruralité pourra faire l'objet de financements complémentaires dans le cadre de France Mobilité. Je pense notamment au fonds dont le nom m'échappe tout de suite, territoire d'expérimentation de nouvelles mobilités, voilà. Je pense aussi au fonds Avenir Montagne Mobilité, qui pourront, dès lors que la commune est de montagne et rurale, se cumuler. Et puis d'autres dispositifs type BDT ou autres pourront également se cumuler avec le portage de ce dossier. Donc, il y a 30 millions d'euros sur la première année. En fait, c'est 3 fois 30 millions d'euros. C'est un dispositif qui est dans le fonds vert et qui est fongible. Ça veut dire que s'il y a plus de demandes que les 30 millions d'euros, si parmi les 50 présents, vous êtes plus nombreux à demander, ce sera possible. Vous ne serez pas bloqué en termes de montant. Par contre, ça va aussi dans le sens inverse. Si vous ne vous saisissez pas de ce dispositif, la fongibilité fait que cette enveloppe sera pourvue au projet d'autres dispositifs de fonds verts. Donc, la raison de ma présence aujourd'hui, elle est non seulement de vous présenter ce dispositif, mais aussi de vraiment vous encourager à vous en saisir, parce que cette fongibilité risque sinon de ne pas donner de suite pérenne à pourtant ce beau dispositif imaginé un cadre de France Ruralité. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, désolé, mais je voulais être le plus précis possible. Ah non, mais nous, quand on vient nous apporter de l'argent, on peut être aussi long que vous voulez, hein, voilà. Même si on a bien vu, et vous allez peut-être y répondre aussi, il y a un certain nombre de questions aussi dans le fil sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure en disant bon, très bien, merci, voilà, mais c'est de l'amorçage forcément parce que c'est innovant et donc ça n'enlève pas le débat qu'on a pu avoir avant. Il y a des questions sur est-ce que les AO2 transport scolaire primaire peuvent être concernés? Il y a des questions sur les appels à projets qui ne sont pas cumulables avec le fonds rural. Voilà, des petites questions pratiques. Peut-être que si vous le voulez bien, vous pourriez y répondre rapidement. Après, on verra dans le débat plus général. En tout cas, merci de votre présentation qui est importante pour nous. Je dis une petite chose qui est quand même toujours une attention d'Interco de France. Interco de France, elle est attentive aussi à ce que les projets de territoire qui sont portés par leur communauté, qui sont souvent en fait la première manière de faire de la solidarité territoriale dans un territoire donné, et surtout un territoire peu dense, avec soit des politiques de fonds de concours, soit des politiques d'ingénierie communautaire, enfin il y a beaucoup de choses comme ça. On est toujours attentif à ce que les projets qui sont portés sur des éléments de ruralité à l'intérieur de leur territoire soient toujours concertés quand même. Voilà. On a eu de ce point de vue-là, vous le savez,
une petite déception avec les CRTE qui étaient fabriqués avec les intercos, maintenant repassent directement par les préfets de département, viennent finalement casser les équilibres qui sont parfois délicats au sein des intercos. Donc là, je note avec satisfaction que vous parlez bien effectivement des organisateurs. Donc, on relie des territoires, donc forcément la maille interco, elle est présente. Mais même dans la question village d'avenir, on n'aurait tous collectivement pas intérêt à ce qu'il y ait de l'argent public de mise sur de l'ingénierie quand l'interco le fait, quoi, vous voyez, ou alors en tout cas d'exclure l'interco qui peut. Voilà, donc il y a une question d'articulation, mais qui est de la dentelle au cas par cas, mais auquel Interco de France on est très attentif. Voilà, je vous laisse peut-être répondre sur Ouais, pratique. aux très nombreuses questions. Je vais essayer de ne pas en oublier. Je remonte peut-être par la fin. Je suis complètement aligné avec vous et c'est aussi l'état d'esprit et de la ministre et de la NCT sur l'attention à avoir à ne pas remettre de l'ingénierie là où il y a déjà qui existe. Et donc, dans l'instruction qui a été donnée au préfet pour le recrutement des chefs de projet Village d'Avenir, qui vont venir pendant donc 3 ans accompagner là une première promotion de 2500 communes, et puis dans 1 an, on verra, puisqu'on fera le point dans 12 mois sur une nouvelle vague de labellisation. La première étape qui est demandée aux chefs de projet dans l'accompagnement des communes et de leurs projets, c'est de regarder s'il n'existe pas déjà sur le territoire, par le PCI, par l'agence technique départementale, par le CAUE ou par autre chose, une ingénierie existante et ne pas cumuler et recommencer. Alors, il y a peut-être intérêt aussi à ce que, pardon, je vous coupe, à ce que des ingénieries embryonnaires existantes dans des communautés de communes à peu de moyens soient aussi aidées pour ça. Voilà. Plutôt complètement. que le village d'avenir tout seul, quoi. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais pardon, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Donc ça, c'était sur le point village d'avenir et ingénierie. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur avez-vous la liste des collectivités? Effectivement, dans l'annexe du document qui sera envoyé à tous les préfets d'ici fin de semaine, qui vise à lancer la machine France Ruralité Solutions, et donc dans le guide Fonds Vert, il y a une annexe qui liste la liste des collectivités AOM rurales, donc éligibles à ce fonds. Donc la réponse est oui. J'ai vu que quelqu'un insistait sur la question, attention, vous allez vers des nouvelles créations et pas forcément vers le financement de l'existant. Là, oui, nous, l'angle de vue qu'on a pris sur ce sujet, c'était de dire c'est une aide à des dispositifs nouveaux qui visent à inventer les villages de demain. Donc, c'est un choix fait objectivement au début en disant on va aider au montage de projets, au développement de ces solutions et pas forcément à financer quelque chose qui est déjà existant. Après, quelqu'un posait la question justement des restrictions avec d'autres AAP. Alors, la question est peut-être arrivée pendant que justement je disais qu'il était tout à fait possible de cumuler avec d'autres dispositifs existants et ils sont précisés dans le cadre justement de cette inscription au préfet et dans le cadre du fonds vert pour vous permettre de mettre sur la table tous les moyens financiers et complémentaires. Et alors, il y a une dernière question qui était sur les AO2 transport scolaire primaire, sur laquelle je n'ai pas la réponse, mais je sais que Céline Mouvet de la DGITM est avec nous et peut-être que si vous êtes d'accord, elle doit, elle, connaître la réponse à cette question. Oui, Céline. alors, bonjour, merci. Donc, sur cette question, on est sur une compétence d'AOM. Donc, comme l'a évoqué Pierre Menanti, toutes les AO qui sont délégataires d'une compétence peuvent l'être. Donc, effectivement, les transports scolaires, les AO2, y compris en transport scolaire, sont éligibles. Après, sur le cahier des charges, on n'a pas ciblé spécifiquement la mesure transport scolaire, qui est souvent encore pilotée beaucoup au niveau des régions. Mais en tout cas, ça peut être éligible et il faudra s'articuler avec notamment la région pour que ça s'inscrive en bonne complémentarité. On a vocation quand même à pas financer ce qu'on appelle la compétence un peu générale de maillage interurbain. Donc, on n'est pas là pour financer des cars scolaires non plus. Voilà, c'est vraiment des accroches dernier kilomètre ou des choses de ce type-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Merci, monsieur le directeur de cabinet adjoint. Vous voulez peut-être compléter? Je vois que... Non, peut-être juste un dernier mot et pardon de me répéter, mais n'hésitez pas à parler autour de vous de l'existence de ce fonds. C'est vrai qu'il y a toujours un sujet de communication, en fait, de manière générale, sur les dispositifs et les moyens qu'on met dans la ruralité, parce que
De la même manière qu'on parle de mobilité du dernier kilomètre, il y a aussi un sujet de communication de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. Et on a souvent des sous-consommations de ces types d'enveloppes. Donc moi, je suis très enthousiaste de voir ce matin plus d'une cinquantaine de participants à ce webinaire pour parler du sujet de manière générale, mais qui, j'espère, à l'issue de cette intervention, regarderont s'ils sont éligibles et pourquoi pas solliciteront cette enveloppe. Il y a ça, il y a aussi beaucoup d'autres solutions. Et donc, je me permets juste un petit dégagement en 30 secondes. Il y a des moyens qui vont être mis sur les commerces ruraux, sur le financement de médicobus, sur les sorties de vacances de logement. Il y a 2 milliards d'euros mis sur la table d'ici 2028 à destination des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales rurales. Saisissez-vous-en, on est là à disposition pour répondre aux questions. Et de manière générale, et après ce webinaire, je suis et le cabinet reste aussi à disposition en cas de besoin. Voilà. Et je vois que Céline vous a partagé, merci à elle, les autres financements disponibles sur la mobilité à travers l'excellent site et l'excellente plaquette de France Mobilité, que si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à découvrir. Merci beaucoup. Est-ce que sur le plateau, si j'ose dire, ou sur scène, il y a l'une ou l'autre réaction, Jean-Yves ou Olivier? Si ce n'est pas le cas, on va continuer avec Édouard Noël. Merci beaucoup à monsieur le directeur de cabinet adjoint. Je passe la parole à Édouard Noël sur la question des emprunts. Voilà. C'est une question qu'on pose à un banquier normalement. Donc, Oui, ça tombe bien, je suis banquier, je suis donc dans le groupe BPCE et je m'occupe de l'animation et notamment des partenariats pour les caisses d'épargne qui sont un très très vieux partenaire je me souviens de la DCF, de quand c'était les districts et communautés. Quand on parle d'emprunt actuellement, on arrive à la question de la hausse des taux et de l'inflation et j'avoue que ça tombe pas, ça serait sans doute jamais tombé à un bon moment, mais ça tombe spécialement, ces hausses, à un mauvais moment. Alors, pourquoi l'inflation et pourquoi ces hausses? Eh bien, c'est les événements du covid et de l'Ukraine qui ont amené, un phénomène d'augmentation des prix, un peu partout dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, avec les programmes de relance en sortie de Covid. Et pour l'Europe, c'est surtout la crise ukrainienne en 2022 qui a amené une explosion de l'inflation et une explosion des taux. Donc, on est monté à 10% en moyenne. Quand on dit inflation, quand on dit inflation, on a tout de suite l'action des banques centrales. Les banques centrales ont comme objectif, de, mater l'inflation. C'est une histoire ancienne et donc elles la maintenir, un objectif, de 2%. C'est bien l'objectif de la BCE et pour ça, il a utilisé, 2 types, d'outils, 2 types d'armes. D'abord une action conventionnelle. L'action conventionnelle, c'est les hausses des taux. On a eu, une dizaine de hausses des taux directeurs entre 2022 et je dirais à peu près, je crois la dernière était en septembre 2023. On est passé de 0 à 4,75 sur en fonction des taux directeurs. Donc, première action, l'action conventionnelle. Deuxième action, c'est l'action non conventionnelle. Là, c'est le quantitative easing qui avait été mis en place, pour booster l'économie. En fait, en quoi ça consiste? Les banques centrales achètent des titres et inondent, les marchés de liquidités. Donc, ça amène une baisse des taux et ça facilite les prêts à tous les acteurs économiques qui, comme ça, peuvent continuer en fait, à fonctionner et passer des moments un peu difficiles. Donc, avec la baisse, qu'est-ce qui s'est passé avec, l'inflation? On est sorti de ce, quantitative easing et on a eu ce qu'on appelait un resserrement quantitatif. Donc, les banques centrales arrêtent leurs achats et il y a, par construction, limitent leurs achats et il y a moins de liquidités. Donc on est sur un marché où les taux fixes ont fortement, les taux ont augmenté. En 2022, pour ceux qui ont suivi, les emprunts, on a l'évolution des taux, il y a une grande partie de l'année où, il y a eu, heurt entre les niveaux de taux fixes et le seuil de l'usure
et il y a certains moments où on ne pouvait pas prêter en taux fixe. Donc ça a duré jusqu'à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures avec une révision plus régulière des taux de l'usure. En tout cas, donc ces mesures ont eu leur effet atteint. A priori, maintenant, l'inflation est jugulée. L'inflation est jugulée, mais ça mérite d'abord confirmation. On serait descendu de 10 à 3 mais les banques le demandent une confirmation de cette évolution, les banques centrales, et ça devrait venir. Donc on devrait pouvoir s'attendre à une baisse des taux notamment des taux directeurs et une baisse de taux d'intérêt. Il y a cet effet sur la liquidité, moins de liquidité disponible alors que les acteurs économiques, je pense à l'État, je pense aux entreprises, je pense au secteur immobilier, ont pris l'habitude de consommer beaucoup plus de crédits. Heu, la politique des banques centrales a marché. Quelque part, je dirais, ça c'est un peu comme au foot, à la fin, c'est la banque centrale qui gagne. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que les taux vont diminuer et jusqu'où? Ce qui est certain, c'est qu'on ne reviendra pas à la situation qui prévalait, avant 2022 avec, des taux qui étaient, pratiquement nuls, inférieurs à l'inflation et du style, moins de 1. On devrait aller vers, une inflation qui reviendra à 2 et des taux à long terme légèrement supérieurs. Ça va prendre un peu de temps, certains disent, 3-4 mois, ça peut être optimiste. Nos économistes, nous, dans le groupe BPCE, sont plutôt sur 6 mois. Ça va dépendre notamment surtout des événements géostratégiques, qui peuvent intervenir à tout moment. On voit ce qui se passe dans le Golfe. C'est pas gagné, mais on est dans le probable. Alors, je te disais tout à l'heure, ça intervient à un mauvais moment. Pourquoi? On a un État qui a 3 000 milliards de dettes. Hier, à l'anniversaire de Région de France, Pierre Moscovici a placé le fait que la charge d'intérêt en 2026, pour l'État, ce serait 87 milliards et il a dit, s'est inquiété pour le financement de la transition écologique. Il était peu prédit que ce serait pas possible et la transition écologique, c'est la grande question du moment avec des estimations, de besoins de 5,5 milliards selon, un think tank qui s'appelle, I4CE, 5,5 milliards par an, en plus des investissements actuels qui sont, pour les collectivités à peu près 75,5 milliards. Et si on regarde bien les chiffres, ce serait nettement plus parce que I4CE n'a pas pris en compte un certain nombre de secteurs comme les déchets, comme l'eau et l'assainissement. Donc, on peut penser plus raisonnablement 8 à 10 milliards d'euros supplémentaires à financer. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place et on a une évolution globale très forte des finances vers des finances green, vers le vert, vers des ressources spécifiques, des ressources dédiées et aussi vers un mécanisme de fonds plus adapté, de fonds et d'aides. Et c'est on est très proche de ce que décrivait monsieur Manantilla, des solutions, des fonds ciblés pour tel ou tel type de financement. Et c'est aussi ce qui se passe, ces dispositifs fléchés sur un certain nombre d'acteurs comme la BUI. Et c'est pour moi une très bonne occasion de vous parler de ce que nous faisons sur le financement des mobilités avec la BUI. Donc, la Banque européenne d'investissement, elle propose des financements, des enveloppes importantes qu'elle distribue soit directement, soit au travers de banques. Et nous, on a conclu avec elle, à la Caisse d'épargne et dans le groupe BPCE, la distribution de plusieurs enveloppes. Parmi ces enveloppes, on a une enveloppe qui vise le financement des investissements de petite et moyenne dimension en matière d'efficacité énergétique et surtout et ce qui nous intéresse ici, c'est en matière de mobilité durable pour les entités du secteur public. C'est une enveloppe qui vise des projets d'investissement entre 40 000 € et 25 millions
et qui peuvent être financés la plupart du temps, par rapport au montant du projet, les prêts BUI peuvent monter jusqu'à 50% de cette enveloppe. Ça peut porter, alors d'abord, qu'est-ce que c'est comme type de financement? D'abord, il y a une bonification grâce, au coût de la ressource mis à la disposition, enfin, on est des ressources à des coûts légèrement en dessous du marché, donc c'est moins cher que les prêts classiques du marché, donc l'équilibre est plus facile à trouver. Heu On est sur du taux fixe, on est sur des durées de 12 à 120 mois qui correspondent, aux besoins en général sur les mobilités, avec une possibilité de différer de 36 mois et puis bon, forcément, on est sur des prêts fléchés, donc il faut que ça réponde à un cahier des charges avec des, objets, spécifiques qui peuvent être, par exemple, les véhicules routiers à faible émission de carbone, qui peuvent être des infrastructures pour le transport, pour les transports sobres. On pense, par exemple, à des, bornes de recharge. Ça peut être encore, les transports publics avec des autobus, mais aussi des pistes cyclables, des voies vertes, ça peut être même des voies piétonnes. Donc il y a pas mal de choses à faire. C'est des enveloppes qui sont ouvertes jusqu'en décembre 2025 et qui peuvent être rallongées avec une couche supplémentaire, un 2e contrat. Donc, pour les caisses d'épargne, on a 100 millions, une première enveloppe de 100 millions à distribuer, ce qui n'est pas négligeable et peut permettre de prendre en charge pas mal de projets. C'est pas notre seule offre, il y a tout, bien sûr, les prêts classiques, il y a aussi des montages un peu, qui sont basés sur la spécialité de certaines filiales du groupe Natixis, je pense, du groupe qui est à la base de Natixis. Ça va être du crédit bail immobilier, oui, du crédit bail immobilier, donc de la location avec option d'achat. Ça peut concerner des flottes de véhicules et aussi des systèmes de location longue durée. Bon, je ne vais pas vous détailler tout ça, ça prendrait beaucoup de temps. En tout cas, les solutions bancaires ne manquent pas. Il y a des enveloppes, il y a des prêts classiques. Bon, effectivement, les taux ne sont plus ce qu'ils étaient. Comment les utiliser? Bon, le premier conseil, si je peux donner des conseils, c'est d'avoir une approche globale du financement des projets et le plus tôt possible, et de travailler à la fois sur les solutions d'aide et de subvention, sur l'utilisation des fonds tels que ceux qui ont été décrits, et aussi les financements, aussi bien les financements par des organismes d'aide les organismes comme, des organismes publics, comme, la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, qui ont une offre spécifique, mais elles aussi limitée en termes de montant et en termes de pourcentage des projets. Donc, tous ces mécanismes, en fait, peuvent être complémentaires. L'objectif, c'est de bien choisir et emboîter les pièces du puzzle et d'échanger rapidement, le plus tôt possible en amont des projets avec les partenaires financiers pour voir comment utiliser ça au mieux et travailler. Il y a un certain nombre de questions qu'il faudra travailler. C'est sur le qui fait quoi, les montages, dans les montages, qu'est-ce qu'on finance exactement? Les questions aussi, qui emprunte exactement? Est-ce que c'est la collectivité, en tant qu'AOM? Est-ce que c'est une entreprise qui utilisera après les équipements? Est-ce que c'est une association? C'est le point qui avait été évoqué. Ça peut être des associations, et puis aussi quelles relations contractuelles entre les intervenants. Tout ça, ça doit être bien posé. Je ferai le lien avec ce que disait tout à l'heure Madame Masselin, c'est-à-dire très nettement comment en fait la desserte, la desserte, les mobilités en zone peu dense, c'est pas des opérations qui s'équilibrent facilement. Donc, il faut, en fait, il faut convaincre, tous les partenaires leur donner ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Chéreau, les convaincre qu'il faut des solutions de financement lisibles, durables et stables et que, le montage à terme sera lisible, durable et stable et que ça en garantit, le remboursement pour les banques. Donc, voilà dans quelle mesure, il y a pas mal de choses à faire sur le crédit. Nous, on est très, très engagés
sur les transitions et aussi sur les thématiques de territoire, de services de territoire et d'égalité des territoires. Donc, je pense qu'on a tout à fait notre place et puis notre envie de participer à ce financement des mobilités sur les milieux peu denses. Merci. Merci de cette présentation qui a allié les formes d'espoir peut-être à revenir sur les taux et en même temps la prudence qui vous caractérise. Moi, je retiens effectivement le fait que ce que vous nous avez dit là s'articule à ce qu'on a dit avant, vraiment, au sens, y compris suite à ce que nous a dit le directeur adjoint du cabinet de Dominique Force, c'est-à-dire que si on est dans une logique simplement d'opportunité, de réponse à des appels à projets, et si on n'a pas globalement une trajectoire durable, ben, on s'en sortira pas. Voilà. Et donc, ça revient quand même à la question de ce que vous venez de dire sur la recette pérenne, finalement, qui permet de structurer une réponse et donc, du coup, de solidifier les appels au financement. Voilà. Hein. Mais on voit bien aussi que la question de l'investissement et du fonctionnement sont des choses différentes selon qu'on est déjà doté d'un service qu'on veut décarboner ou qu'on a besoin d'aller créer quelque chose. Voilà. Et dans le flux de remarques de tout à l'heure, il y avait aussi des cas où en fait, ben, on a lancé une expérimentation, on arrive au bout de l'expérimentation et on se trouve finalement face à une impasse. Voilà. Et moi, j'ai un exemple pas très loin de chez moi d'un territoire qui a fait une expérimentation qui a été financée, qui n'a pas trouvé de solution durable pour le préserver et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation infernale où la population attend que ça continue. Or, c'était sur une ligne très, très sectorielle. C'était de navette-gare zone économique. Et en fait, qui n'a pas de solution ni pour le préserver, ni pour le déployer. Et donc, en fait, là, on a une impasse politique qui est ennuyeuse, quoi. Voilà. Sauf à aller chercher, évidemment, de la fiscalité ailleurs. Etc. En tout cas, merci pour votre intervention. C'est moi. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Olivier ou Jean-Yves, peut-être? Non? Bah, très bien. Bah, écoutez, merci. Vous avez dû être parfaitement clair aussi parce que vous n'avez eu moins de questions que le directeur de cabinet de Madame la Ministre. Voilà. Merci. Très bien. Je vous propose, il est 12h06, donc on est à un bon rythme. Je vous propose qu'on passe maintenant au vélo. Je vais passer la parole à Camille Thomé sur la question du financement de la pratique du vélo. C'est vrai que les sujets sont relativement nouveaux en monde peu dense. L'arrivée de l'électrique est un gros changement aussi. On voit bien partout chez nos adhérents que la question du transfert entre le vélo, c'est du loisir, le vélo, c'est de la mobilité, c'est une maturité qui se fait relativement vite. Voilà. Et donc, on vous écoute avec attention. Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Merci pour l'invitation, Carole. Et puis, j'ai volontairement pas vraiment préparé la séquence parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de concaténation à faire avec les propos précédents également parce que poser le vélo là au milieu comme un cheveu sur la soupe dans le contexte des financements, ça paraît très malvenu. Ce que je retiens des propos précédents et pour essayer de faire le pont, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur les territoires peu denses. C'est évidemment un vrai sujet. Les mobilités actives en territoire peu dense, ça devient, comme vous le dites, et c'est arrivé très vite, Monsieur Chéreau, un sujet très rapidement, paraît très rapidement. Une fois qu'on a dit ça, c'est effectivement de la maille fine. On chatouille un peu toute cette question du bouquet de solutions et des bouquets de solutions pour répondre aux enjeux de mobilité qui sont très particuliers en zone peu dense et qui arrivent presque à toucher du doigt des questions philosophiques dans la mesure où on n'est plus sur une offre de transport pour lequel le versement mobilité était un petit peu orienté, avec des lignes régulières, etc. Et on ne peut pas décemment imaginer que ce soit ni rentable, évidemment, ni suffisant, jamais dans l'offre en territoire peu dense. Dès lors, le peu dense, on va être obligé d'adresser un bouquet de mobilité, de solutions de mobilité. Et dans ce bouquet-là, évidemment, les mobilités actives et le vélo ont vraiment un rôle à jouer. Je rappelle et je contextualise quand même un petit peu sur les trajets allant de 3 à 5 à 7, voire même pourquoi pas à 15 km avec l'avènement du VAE, vélo assistance électrique. On est vraiment sur des mobilités
y compris avec transport d'enfants, y compris avec transport de charges. On est vraiment sur des mobilités qui deviennent compétitives, alors peut-être pas sur les durées de trajet, sur certaines distances, mais au moins sur le porte-monnaie du citoyen, sur le porte-monnaie de la collectivité aussi. Et c'est aussi beaucoup de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et là, ça va permettre du côté du citoyen parfois de se mettre en mobilité, de se remettre en mobilité, ou parfois aux familles, aux entreprises, etc., de se passer du deuxième, voire du troisième véhicule du foyer, ce qui quand même, en termes de qualité de vie, de proposition de qualité de vie dans les territoires dans lesquels vous œuvrez chacun au quotidien, c'est vraiment une promesse pour le futur. Tout ce contexte-là, cependant, il faut aussi le replacer dans le contexte des mobilités, le contexte de la route en France. On a quand même un maillage routier français, une capillarité qui est quand même rudement fine, mais on est dans une situation en France où on s'amusait, nous, à Vélo et Territoire, à calculer un taux de cyclabilité de la route en France, en tout cas de la route circulable à vélo, potentiellement, et on est à 3%, tout juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de, pour 100 km de route, potentiellement circulable à vélo. En tout cas, sur le papier, il y en a moins de 3% qui est aménagé ou pensé pour pouvoir être circulé à vélo. Et si on fait le parallèle avec cela, on a aussi une part modale nationale qui plafonne aux 3%. Alors, c'est une part modale nationale, on va dépasser, on va atteindre les 15%, soit des parts modales presque allemandes sur certains centres-villes hyper denses, sur certaines métropoles, mais on va être en dessous du 1% sur d'autres communes et d'autres territoires moins dotés. Donc c'est extrêmement contrasté. On est même à une espèce de schisme entre l'ultra-dense qui adresse des solutions de mobilité et d'apaisement des trafics, etc. depuis très longtemps, et puis les territoires peu denses où il y a un enjeu qui est gigantesque, avec une offre de mobilité à adresser pour lequel le vélo se pose vraiment en solution, et une adaptation générale, notamment du réseau routier, mais également des services qu'il va falloir adresser et financer, etc. Alors, la situation, et si je devais un tout petit peu faire à gros traits dépeindre les défis qui attendent les territoires et les territoires peu denses notamment, l'enquête 2022 qu'on avait conduite sur les politiques des modes actifs dans les territoires de la commune à la région indiquait que globalement les collectivités interrogées désignent la mise en place du maillage continu, sécurisé et signalé d'itinéraires cyclables comme le principal enjeu de leur politique vélo dans les années à venir. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est de pouvoir mailler votre territoire et puis de rendre la circulation à vélo sécurisée pour le plus grand nombre de 7 à, je sais pas, 77 ans, j'aurais tendance à dire 107 ans, pour tout âge, toute condition. Et j'insiste sur le côté sécurisé. Une voirie n'est pas sécurisée dès lors qu'on n'ose pas y envoyer son petit garçon, qui sa grand-mère à vélo tout seul. Parmi les collectivités aussi qui n'agissent pas encore sur l'usage du vélo, celles qui disent qu'elles ne le font pas, c'est pas par manque de volonté, c'est surtout parce qu'elles mettent en cause le manque de moyens humains et l'ingénierie. Il en a beaucoup été question. Et puis, beaucoup d'autres mettent également en cause le manque de moyens financiers. C'est l'objet de la séquence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les collectivités en France, en moyenne, si on prend les aides, etc., on estime à peu près 15 € par an par habitant le financement consenti par les collectivités au sens large et de façon agrégée sur le vélo. Mais il est vrai que si on voulait rattraper notre retard, la France est un pays clairement en développement sur ces questions-là, voire même sous-développé, mais on va dire qu'on est en développement sur ces questions-là. Il faudrait être au moins sur du 30 € par an par habitant, voire sur du 40. Donc on a quand même un gros pas à faire. Une fois qu'on a dit ça aussi, sur le vélo et la mobilité active, cela fait un moment qu'il y a des plans vélo successifs qui voient le jour, et notamment depuis 2018. Et il y a des choses intéressantes qui se passent sur le vélo, clairement.
qui sont des claires opportunités pour les territoires au sens large, et on essaie vraiment de mettre l'intercommunalité au centre des ayants droit, des bénéficiaires du plan vélo dans tout le plaidoyer que l'on est amené à conduire avec Vélo et Territoire et nos partenaires. Donc il y a des choses vraiment intéressantes, mais on est quand même beaucoup plus sous le coup des appels à projets, avec leurs effets pervers, parce que quand on n'a pas d'ingénierie, les appels à projets, ça nous passe sous le nez, évidemment. Et aussi sous le coup de dispositifs, alors peut-être un peu innovants en matière de mobilité, de type C2E, certificat d'économie d'énergie, qui peuvent aider les collectivités, quelles qu'elles soient, dont les intercos du coup, à financer des briques de leur système vélo pour demain. Je vais détailler un petit peu parce que il y a à la fois en ce moment, ce sont des financements d'opportunités, de là à dire qu'ils sont lisibles, oui, ils sont lisibles aujourd'hui. De là à dire qu'ils sont stables, on va dire qu'ils sont un peu stables parce que ce sont des appels à projets récurrents, réguliers. Donc, ils permettent d'être un tout petit peu anticipés. C'est-à-dire qu'une interco aujourd'hui peut se dire demain, je vais candidater au fonds mobilité active parce que je sais qu'il est tous les 6 mois et je sais qu'on en est au 7e appel à projet et je sais qu'il y en aura un 8e. On a cette certitude-là. De là à dire qu'ils sont stables et qu'ils sont ad vitam, ça c'est une autre paire de manches. Je vais vous mentionner quelques financements disponibles qui sont intéressants à regarder de près parce qu'ils pourraient faire naître à Intercommunalité de France des velléités d'emparement, en disant regardez ce qui se passe sur le vélo, ça vaudrait le coup qu'on intègre ça pour les mobilités de façon peut-être un peu plus large, un peu dense. Et puis aussi des velléités de dire il faut que ce soit maintenu et pas que pour de l'investissement, mais aussi pour du fonctionnement et pourquoi pas aussi sur le plus long terme pour de l'entretien parce que les infrastructures ça s'entretient et ça se tient dans le temps. Tout d'abord, il y a le fonds mobilité active qui, pour les investissements, constitue quelque chose de tout à fait intéressant. La maille intercommunalité est une maille qui est systématiquement ciblée. Et j'ajouterais même que sur le volet du développement du vélo et sur l'infrastructure, la maille territoire peu dense est particulièrement dans le viseur parce qu'on voit tous les enjeux qui s'y trouvent, des enjeux à la fois politiques, même si le rattrapage de la décision politique se fait à grands pas et on ne peut que s'en réjouir, mais aussi au regard de la dichotomie que l'on observe entre l'urbain dense et le hors agglomération périurbain pareil. Donc, fonds mobilité active, on en est au 7e appel à projet. Le but, c'est de soutenir les maîtres d'ouvrage publics en leur apportant une source de financement complémentaire pour réaliser les aménagements cyclables nécessaires, mais ceux qui sont particulièrement coûteux le fait de leur ampleur, de type discontinuité cyclable, ouvrage d'art, point noir de sécurité routière, etc., ou type itinéraire sécurisé structurant. On pense justement à une liaison cyclable sécurisée, par exemple, entre un pôle multimodal et une zone d'activité, un pôle multimodal et un centre-bourg, ou un centre-bourg et un collège, etc., etc. Ça, c'est tout à fait intéressant et c'est tous les 6 mois, on en est déjà au 7e appel à projet et le succès n'est pas démenti, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup plus de candidats que d'élus à cet appel à projet. Sur l'investissement, il y a quelque chose de très original dont on devrait apprendre les lauréats assez prochainement, qui a été lancé lors du dernier anniversaire du plan vélo. Il s'appelle l'appel à territoire cyclable, un appel à programme. Et là, son originalité réside dans le fait que c'est un programme pluriannuel qui part du principe qu'une collectivité a besoin de lisibilité, a besoin de pluriannualité, a besoin de pouvoir établir un investissement de type infrastructurel cyclable dans le temps, à échelle d'un mandat si possible, et par conséquent, à force d'à-force, on a réussi à emporter cet essai. On considère ça un peu comme un galop d'essai d'appel à programme territoire cyclable, dont le projet, alors, il est assez ambitieux et assez innovant dans sa forme,
consiste à soutenir au moins 1 ou 2 intercommunalités par région, donc partout en France, en leur apportant une source de financement sur 6 ans maximum, pour accélérer la réalisation des aménagements prévus par leur schéma directeur des aménagements cyclables. En gros, au lieu de faire, je dis n'importe quoi, 10 km par an, vous en faites 20 par an parce que ça vous permet de doubler votre mise d'investissement dans l'aménagement cyclable. Les projets éligibles sont les programmes de réalisation de plusieurs itinéraires prévus et inscrits dans un schéma directeur des aménagements cyclables, comprenant par exemple du réseau structurant, de l'ouvrage d'art, de l'adaptation de plans de circulation, etc. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire de cette première fournée d'appel à territoire cyclable, c'est que c'était un gros succès. Il y a eu plus de 130 candidatures. Je le sais parce qu'on était un tout petit peu dans le secret des dieux sur ce sujet-là, et on sait qu'il n'y aura qu'une trentaine de lauréats. On sait d'ores et déjà qu'il a été établi cet appel à territoire en écoutant la base, en écoutant les territoires eux-mêmes et en ne faisant pas la sourdinaille sur la demande de lisibilité, de programmation, de pluriannualité. Donc ça a été entendu, ça a été retenu, et force est de constater que ça a eu un écho, tant et si bien que ça va être renouvelé l'année prochaine, cet appel à territoire d'une part, et que l'on sait d'ores et déjà que l'enveloppe qui était initialement de 100 millions d'euros a été d'ores et déjà rehaussée à 125 millions d'euros. On a cru comprendre que les sollicitations en direction de Clément Beaune sur cet appel à territoire étaient tellement entreprenantes que bon, ils ont bien compris que ça allait avoir son petit succès. Donc par anticipation, ils ont demandé de 25% d'enveloppe. Ça, ce sont des choses tout à fait intéressantes du plan vélo qui monte un peu en capacité, en puissance sur le fait d'accompagner les territoires. Et puis, ce ne sont pas les seuls financements qui sont dignes d'intérêt et peut-être de transposabilité au niveau d'intercommunalité de France, et puis peut-être en écho aux questions que vous vous posez dans le cadre de cette séquence. Je mentionnerai aussi un appel à projet qui est tout à fait intéressant, à la fois dans la ligne de financement que ça mobilise et dans l'intention, dans ce que ça permet de rendre possible, c'est le programme A-Vélo. Le programme A-Vélo, on est à sa 3e génération. C'est un programme qui est administré et diligenté par l'ADEME et qui est financé pour très très grosse partie par les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc le pollueur-payeur, vous savez, qui achète des bons et qui compense sa pollution par l'achat de certificats d'économie d'énergie, qui ensuite, sous réserve du haut patronage du ministère de l'écologie évidemment, rendent possible des investissements dans un certain nombre de bouquets d'activités. Et donc à vélo, ce programme diligenté par l'ADEME, il permet de financer à la fois de l'animation vélo au sens très large, mais aussi de l'ingénierie. Là, c'est quand même rudement intéressant parce que l'ingénierie, on sait bien que c'est quand même le nerf de la guerre et que sans personne pour intervenir là-dessus, on ne fait finalement pas grand-chose. Donc, à vélo, on est à sa 3e édition. Le but, c'est de soutenir des collectivités dans la mise en œuvre de leur politique cyclable. Là, l'actuel appel à projet qui va bientôt clore vise spécifiquement les départements et les régions, mais aussi le bloc intercommunal, comme ça l'a toujours fait d'ailleurs. Et le but, c'est vraiment de faire du vélo un réel moyen de transport dans les déplacements du quotidien. Il y a un certain nombre d'axes, 4 plus spécifiquement. Idéalement, les candidats cochent tous les axes, mais doivent au moins, s'ils veulent pouvoir mobiliser à vélo pour financer de l'ingénierie, avoir un autre axe que juste l'ingénierie pour pouvoir y candidater. Il y a le volet de la construction d'une stratégie pour le développement d'aménagement cyclable, il y a le volet de l'expérimentation de services vélos. Les services vélos sont très très importants. On parlait tout à l'heure de covoiturage, on parlait tout à l'heure de transport à la demande, on parlait tout à l'heure peut-être de leasing un peu public. Ben là, clairement, il y a beaucoup quand même d'AOM et d'intercommunalités qui sont mobilisées sur de la proposition de services vélo en location longue durée, par exemple, ou en location courte durée. Et on sait que l'accompagnement au changement de mobilité
a fortiori dans les territoires où la maille elle est quand même assez lâche et où on n'a pas comme en centre-ville, des hordes de cyclistes qu'on voit au quotidien, etc. La densité fait que s'il y a 3 cyclistes qui passent dans la journée, ça semble relativement diffus, mais finalement il y en a quand même une grosse pratique. Et puis sur la maille lâche que constitue le territoire peu dense, finalement, essayer le vélo, c'est souvent l'adopter. On n'imagine pas que l'on soit élu, citoyen, travailleur, collégien ou retraité ou mère de famille, etc. On n'imagine pas qu'à vélo, en fait, c'est également efficace et aussi efficace que sa voiture. Et du coup, moins coûteux. Par contre, avoir un coaching en mobilité, avoir un petit accompagnement, une aide à l'allumage, qui part du coaching, de l'accompagnement, qui part une location moyenne ou longue durée, ça peut faire toute la différence. Et c'est une maille ça relève de la dentelle, ça relève du territoire peu dense, mais ça relève du bon service de mobilité. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et c'est probablement un des gros accélérateurs de changement de ces bouquets de mobilité qu'il est possible de mettre en œuvre en territoire peu dense et qui est tout à fait désirable de mettre en œuvre en territoire peu dense parce qu'évidemment, ça accompagne ensuite tout le passage à l'acte des citoyens sur une mobilité à vélo au quotidien. Donc, l'ingénierie que permet de payer le programme À Vélo 3, c'est également sur cette typologie d'action. Et puis évidemment, il y a d'autres axes de financement d'opérations des territoires au sens large, mais des territoires peu denses tout autant que les autres. C'est des programmes aussi C2E sur les générations vélo, etc. Et puis il y a également sur du financement tous les CPER qui dans leur volet mobilité sont en cours de contractualisation, de région après région en ce moment, mais qui ont une partie du volet mobilité des CPER qui contiennent 2% d'autorisation d'engagement au niveau de chaque région pour financer des projets retenus aux schémas régionaux des véloroutes. Alors ça a l'air de rien, mais souvent les véloroutes, ce sont aussi des dessertes, des axes régionaux de véloroutes, certes, mais des dessertes du quotidien qui présente vraiment un intérêt. Je ne veux pas vous presser, mais dans 4 minutes, on doit arrêter nos... On doit arrêter. En tout cas, j'essaie de faire la concaténation avec vos propos à vous, financement lisible, durable et stable. Il est clair que sur les mobilités en territoire peu dense, il va y avoir besoin de beaucoup de financement sur le vélo pour pouvoir réaffecter et innover sur l'utilisation qu'on va avoir de la voirie actuelle. Et on ne va pas être sur des choses très usuelles, on va être beaucoup sous le champ de l'innovation, sous le champ de l'investissement. On va avoir beaucoup besoin d'ingénierie dans ces territoires peu denses. Donc très très clairement, les enjeux du vélo en territoire peu dense arrivent vraiment beaucoup en écho aux enjeux du financement des mobilités au sens large. Parce que financer une piste cyclable, ça met les gens en autonomie sur leur mobilité. Voilà, et beaucoup mieux en autonomie qu'une ligne de transport régulière, sans vouloir opposer les modes. C'est vrai que sur un territoire peu dense et diffus, c'est probablement beaucoup plus profitable dans bien des cas de proposer une mobilité décarbonée, autonome, individualisée, que de proposer une ligne régulière dont on sait que c'est de toute façon un puissant fond et extrêmement coûteux pour les collectivités. Une fois qu'on a dit ça, la question du financement de cette mobilité en territoire peu dense, ça va être crucial. Et c'est pour ça que c'est important d'aligner les propos et les axes de travail que vous listiez pour Intercommunalité de France tout au long de ce webinaire et les gros enjeux qui sont cruciaux, émergents, mais qui ne vont aller qu'augmentant sur la question des mobilités actives et du vélo en territoire peu dense. Merci beaucoup pour votre intervention très complète. On voit bien que c'est un offre dans lequel on a en soi-même à la fois la problématique de du choc de l'offre en termes de propositions, mais en même temps les infras, avec les difficultés effectivement de continuité des parcours. On voit bien que, en plus, c'est très très fin comme problématique. Dès qu'on a commencé à travailler là-dessus, on voit bien que y a un endroit pas sécurisé sur un parcours et donc du coup ça cache la totalité du parcours, donc c'est forcément territorialisé. Donc ça m'amène à conclure, si vous voulez bien, chers collègues, parce que sinon on va dépasser, pour vous dire que on a eu un certain nombre d'échanges qui vont quand même tous dans le même sens, y compris le dernier, sur le fait que on a vraiment besoin de rechercher une source de financement
je le répète, hein, durable, stable et lisible, qui aille au-delà du VM et qui surtout évite qu'on ait un financement par type d'offre, quoi. Voilà. C'est bien le bouquet de mobilité dont on a besoin. Sinon, si on a un financement sur la ligne régulière, un financement sur le vélo, on n'y arrivera jamais, y compris en termes de visibilité. Donc, on a bien cette question du bouquet. On voit bien que ça, c'est le sujet et c'est la proposition de Olivier Jacquin. On sent qu'on est vraiment aligné là-dessus et que pour autant, tant que ce n'est pas fait, ben, on ne veut pas lâcher le vieil impôt, comme dit Jean-Yves, pour lequel on ne voudrait pas lâcher la proie pour l'ombre, quoi. Voilà. Et donc, du coup, bah, à périmètre constant, bah, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait évoluer pour qu'il corresponde justement aux problématiques. Voilà, les pistes sont là sur l'assouplissement de l'assiette, sur la question du fait générateur de la levée de cet impôt, en assumant que c'est vraiment un impôt, ce n'est pas un service qui est donné aux entreprises. Ça, Jean-Yves l'a très bien dit, il faut vraiment qu'on l'assume. Et avec notre prudence sur la question du déplafonnement, qui certes permettrait d'avoir une liberté finalement des acteurs sur leurs besoins, mais on voit bien que si c'est pour tout casser à la fin, c'est pas utile. Voilà. Mais, donc une prudence là-dessus, c'est ce que je ressens d'un peu tout le monde. Voilà. Hein. Et puis après, la nécessité d'ajuster quand même aux réalités de chacun des territoires. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, du coup, d'éviter des réglementations nationales qui soient finalement trop strictes et qui finalement ne s'appliquent pas, quoi. Voilà. Et avec la problématique qui était indiquée tout à l'heure sur on a un truc innovant, on démarre, et puis en fait, au bout d'1 an ou 2 ans, l'expérimentation doit s'arrêter, faute de financement toujours, comme on le disait, stable, durable et lisible. Voilà. Donc, en tout cas, merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup à Olivier. On compte sur toi pour la suite, évidemment. Hein. C'est des questions qui vont se poser, j'espère, pour la loi de finances de l'année prochaine. Merci beaucoup à Jean-Yves de ta contribution, toujours efficace et intelligente. Merci à Marie-Julie Massemin en vous demandant de saluer votre président de notre part. Merci beaucoup à Camille Thomé et puis à Pierre Mananti et Édouard Noël qui nous ont apporté une contribution, un peu de pas de côté, ce qui est toujours utile et ce qui est une caractéristique d'Interco de France. Le programme de travail continue. On va avoir la journée des vœux, comme le disait Carole tout à l'heure, le 31 janvier, qui est une journée aussi finance, qui est globalement importante dans nos programmes. Et puis après, on a nos rendez-vous, GART, on a nos rendez-vous au ministère, on a nos rendez-vous aussi, je le disais tout à l'heure, avec le MEDEF, qui doivent être l'occasion aussi de porter ce message. Voilà, je vous remercie infiniment, les uns et les autres. Merci beaucoup à Carole et aux équipes d'Interco de France qui ont organisé ça nickel, comme d'habitude. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt. Bonne fête à tous. Merci à tous. Au revoir.